Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue à la 4e conférence Réussite organisée par le Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études et les services à la vie étudiante, dont le sujet cette année soulève particulièrement les passions, naviguer dans l'ère numérique, se noyer même parfois dans tout ce numérique, les effets des écrans et des médias sociaux sur nos populations étudiantes, pour ne pas dire sur nous toutes et tous. Merci d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui en si grand nombre, en présence et à distance. Alors, vous êtes très nombreux à distance. Je vous salue. Il y a quand même pas mal de monde aussi en présence. Merci aux courageux, courageuses d'être venus nous voir ici en chair et en os. Alors, je me présente, Hélène Charette. Je suis conseillère à la réussite étudiante, au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal, en soutien aux facultés, et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'animer la conférence et notamment la table ronde qui va suivre les panélistes tout à l'heure. Alors, vous allez voir, on a aussi les 2 personnes étudiantes avec nous qui vont se joindre à la table ronde. Alors, elles ont aussi beaucoup de choses à nous dire, très intéressantes. Alors, durant ces 2 heures, nous vous encourageons à participer en nous soumettant vos questions, vos commentaires. Il y a 2 micros dans la salle pour celles et ceux qui sont ici avec nous. Et pour les autres, à distance, ma collègue Justine Castonguay-Payan se fera un plaisir donc de nous relayer vos commentaires et vos questions. Nous sommes très nombreux, ça paraît peut-être moins ici aujourd'hui dans la salle, mais en ligne, il y a beaucoup de monde. Alors, on va devoir choisir les questions, les commentaires. Justine s'en occupera. On ne pourra pas nécessairement répondre à tout. Alors, mais sachez que nous avons une vingtaine de minutes après la table ronde pour prendre vos questions et vos commentaires. Mais avant de commencer, nous avons le privilège et le bonheur d'avoir avec nous Mme Pascale Lefrançois, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études à l'Université de Montréal, qui va venir vous adresser un mot de bienvenue. Je vous cède la parole. Merci, Hélène. Alors, chers membres de la communauté d'UDM, bienvenue à cette conférence sur les effets des écrans et des réseaux sociaux sur nos populations étudiantes. Je vous remercie sincèrement de votre présence à cet événement dont nous avons commencé à faire une tradition. En effet, quoi de mieux qu'une conférence sur la réussite pour nous remettre de nos difficiles émotions d'aujourd'hui? Ceux d'entre vous qui font partie de nos habitués, on a commencé à avoir un petit fan club, étaient peut-être avec nous au colloque sur la réussite qui a eu lieu au mois de mai dernier. Nous y avions abordé la question de l'anxiété chez nos étudiants. Et parmi les facteurs qui sont des sources potentielles de l'anxiété, nos experts invités avaient identifié les réseaux sociaux. Il n'en fallait donc pas plus pour nous donner l'idée de notre sujet d'aujourd'hui. Vous me direz, il ne fallait peut-être pas chercher si loin. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits depuis plusieurs années et probablement encore plus depuis la pandémie. Et c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde. Et votre présence en grand nombre, en présence et à distance ce soir, en est la preuve. Les études scientifiques commencent à démontrer, à documenter les effets des écrans sur différents groupes de notre société. Les tout-petits d'âge préscolaire, les enfants du primaire, les adolescents. Si je résume de manière un peu simpliste les conclusions de ces études, disons qu'elles ne vont pas dans le sens d'exposer davantage nos jeunes et nos moins jeunes aux écrans sous toutes leurs formes. Cependant, il y a toujours d'autres études qui montrent autre chose. Il y a des études qui montrent aussi que lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, les technologies, les écrans peuvent avoir des effets bénéfiques sur les apprentissages, la productivité, etc. Prenons quand même un peu de distance critique. Les écrans sont en quelque sorte les successeurs modernes du papyrus ou du parchemin. Bon, je vous le concède avec 2 ou 3 fonctionnalités de plus. Mais ils ne sont ni bons ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qui s'y passe. Et l'une des activités qui s'y passe, c'est l'usage de plus en plus répandu des réseaux sociaux. Quelques données. Je me suis amusée à aller trouver ça. Selon l'Académie de la transformation numérique, en 2023, 78 % des adultes québécois ont utilisé un ou plusieurs réseaux sociaux
pour des raisons tant personnelles que professionnelles. Ils passent en moyenne 2 heures et 56 minutes, retenons 3 heures, par jour sur les réseaux sociaux. C'est 30 minutes de plus qu'ailleurs dans le monde. Et ce sont les 18 à 34 ans, en quelque sorte nos étudiants, qui y consacrent le plus de temps, environ 4h30 par jour. Ça veut dire 31h30 par semaine. C'est plus qu'une journée de 24 heures. Bon. Encore là, outre toutes les bonnes idées qu'on pourrait avoir pour utiliser ces heures-là différemment, et j'en aurais 2 ou 3, la question n'est pas d'être pour ou contre les réseaux sociaux en soi, mais plutôt de comprendre la gamme des activités qui s'y passent et l'effet de ces activités sur leurs utilisateurs. Si vous êtes comme moi, c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes venus entendre nos invités. Dépasser nos préjugés et nos biais personnels et repartir d'ici avec des nuances basées sur des faits pour pouvoir agir comme éducateur, comme administrateur, comme parent aussi, de manière plus éclairée. Alors, sans plus tarder, je laisse Hélène nous présenter nos invités. Merci. Alors, j'ai oublié de vous mentionner que nous avons quelques petits problèmes techniques au niveau de l'Internet qui vient et qui part, il semblerait. Donc, les personnes en ligne, si jamais vous êtes perdus dans l'univers Internet, revenez, ne partez pas. Essayez encore à nouveau de vous connecter. On y travaille. Alors, avant de vous présenter nos panélistes, on va faire un petit exercice. Sortez votre téléphone. Tout le monde a un téléphone, bien sûr. Et on va vérifier votre temps d'écran aujourd'hui. D'abord, avant d'aller faire quoi que ce soit, essayez d'estimer combien de temps vous pensez avoir passé sur votre téléphone aujourd'hui. C'est pas très long, hein? Vous y pensez, combien de temps à peu près. Et ensuite, vous allez aller sur votre téléphone pour trouver cette donnée, pour vérifier. Est-ce que vous savez où trouver cette fonctionnalité sur votre téléphone? OK. Alors, pour les personnes qui ont un Android, dans les paramètres, il y a une roue dentelée tout en bas et vous avez bien-être numérique et contrôle parentaux. Alors, ça va vous donner le temps que vous avez passé aujourd'hui. Pour les autres, Apple, parce qu'il y en a 2, hein, Marcello, il y a 2 compagnies seulement. Alors, vous allez sélectionner temps d'écran pour les Apple et ça va vous donner. Est-ce que vous y arrivez? Non? Vous ne le trouvez pas? Est-ce que levez la main pour les personnes qui l'ont trouvé? Parfait. Est-ce que ça a bien levé, là? Quand vous regardez le temps, là, dites-nous si ça correspond au temps que vous aviez estimé. Pour les personnes à qui ça correspond, levez la main. Oui, pas tellement. Hein? Il y a 2 personnes, je pense, ici. Les autres, vous aviez sous-estimé votre temps d'écran, c'est ça? Parfait. Alors, c'est très bien. Vous voyez qu'on souvent, on a une mauvaise perception de notre temps d'utilisation d'écran. Et là, j'ai un défi à vous lancer avant de poursuivre, avant de vous présenter nos panélistes. Alors, j'invite tout le monde, à distance comme en présentiel, à éteindre complètement son téléphone. Alors, vous ne l'avez pas fait tellement souvent, c'est sur le côté, hein, le petit bouton, pour vous le rappeler. Alors, et mettez votre téléphone dans un sac ou à un endroit où vous ne le verrez pas, parce que sachez que les recherches indiquent que le simple fait d'avoir son téléphone sur sa table de travail, même s'il est éteint, diminue vos performances. Vrai. Et vos performances seront encore meilleures si votre téléphone éteint est placé dans une autre pièce. Je ne vais pas vous demander de sortir de la salle, d'aller le porter ailleurs. Non, gardez-le, mais cachez-le minimalement. Alors, et on verra à la fin qui a réussi à garder son téléphone éteint, puis vous verrez comment vous vous sentez, si vous vous sentez anxieux, anxieuse, comment ça se passe pour vous. Et également, comme le multitâche réduit nos performances de 10 à 20 %, je vous invite aussi à éteindre toutes vos notifications, Teams, courriel, etc. Et maintenant, place à nos panélistes que je vous présente et que je remercie d'emblée très chaleureusement, vraiment, d'avoir accepté notre invitation.
Alors, vous allez simplement envoyer la main pour qu'on sache qui vous êtes. Marcello Vitali Rosati, professeur titulaire au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. Marcello développe une réflexion philosophique sur les enjeux des technologies numériques et il est auteur de ce merveilleux livre que je vous encourage à lire, Éloge du bug, être libre à l'époque du numérique. Est-ce que c'est possible? On va voir. Ensuite, Emmanuelle Parent, détentrice d'un doctorat du département de communication de l'Université de Montréal, chargée de cours, conférencière et cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL, très bel acronyme, hein, on l'aime bien. Et en mars, Emmanuelle Parent, elle a publié son premier essai qui était intitulé « Texter, publier, scroller ». Je l'ai ici, je l'ai aussi dévoré et j'ai aussi eu plaisir à le laisser traîner chez moi parce que j'ai des jeunes. Mais je laisse aussi traîner votre livre, Marcello, aussi. Ensuite, nous avons Jean-François Biron, agent de planification, programmation et recherche sur l'hyperconnectivité et les jeux d'argent à la Direction régionale de santé publique. Son expertise sur les problématiques des jeux de hasard et d'argent et de l'hyperconnectivité est reconnue à travers le monde. Il est membre du comité d'experts de l'initiative de prévention Pause ton écran, PAUSE. Et nous avons aussi nos 2 personnes étudiantes, vraiment qu'on on est très contents de les avoir avec nous. On est ici pour la réussite étudiante, donc on voulait avoir des étudiants et étudiantes avec nous. Pauline David, étudiante en 3e année au bac en enseignement des sciences et technologies au secondaire. Et Enrique Eduardo Colindres, étudiant au certificat en droit à la FEP et président et coordonnateur général de la GFEP, l'Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l'éducation permanente. Je me tais, je laisse maintenant la parole au professeur Marcello Vitali Rosati, que je vous invite à accueillir chaleureusement avec moi. Bon, merci beaucoup. Merci Hélène pour l'invitation. Je peux rester debout ici, ça vous va? Je voulais commencer par vous rassurer sur une chose, c'est que malgré ce qu'on vient de dire, là, le bug me hante depuis que j'ai écrit le livre sur l'éloge du bug. Voilà. Je voulais vous rassurer sur le fait que, en fait, le numérique n'existait pas. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est faux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'écran. Vous inquiétez pas. Dit autrement, dans la diapositive, ce qui est important, c'est le numérique n'existait pas, à mon avis. C'est-à-dire, c'est poser les problèmes du numérique comme si c'était un objet unique, uniforme et homogène, est une mauvaise manière de se poser les problèmes. C'est poser les problèmes, à mon avis, aussi du temps d'écran n'est peut-être pas la meilleure manière d'approcher les problèmes parce qu'il n'y a pas qu'un écran. Cette idée-là, c'est ce que je voudrais essayer de mettre en question dans ces 15 minutes, donc du numérique, et essayer de vous proposer quelque chose d'autre, plutôt des numériques, des environnements, des technologies, des espaces qui devraient et pourraient être multiples, même si pour le moment, elles ne le sont pas vraiment, et peut-être cette concentration de la multiplicité souhaitée en une unité s'exacerbe de jour en jour, d'où, en fait, le problème est là. Donc, les véritables risques, là, il faut que ma souris revienne où je veux qu'elle soit. Les véritables risques, du coup, c'est quoi ? Le véritable risque n'est pas, à mon avis, tellement l'ensemble des technologies ou l'exposition aux écrans. Je sais très bien que l'exposition aux écrans en soi peut être un problème, typiquement plus jeune, etc. Mais c'est plutôt une rhétorique particulière. C'est la rhétorique de celle qu'on peut appeler les GAFAM, c'est-à-dire, tout à l'heure, Hélène le disait, sortez vos cellulaires, il y a 2 cellulaires possibles.
Android ou Apple. En fait, si vous regardez dans vos usages numériques, mais malheureusement dans les temps d'écran, il n'y a pas ce type d'informations, regardez le type d'application que vous utilisez. Elles appartiennent fondamentalement à 2, peut-être 3, allons-y, 4 sociétés. Et en plus, ces 3, 4 sociétés ont un autre petit problème. Elles sont exactement pareilles. Ce sont des sociétés qui probablement ont leur bureau à 100 mètres de distance, au même endroit, qui sont des sociétés qui représentent un monde particulier. Très souvent des mecs blancs occidentaux. Désolé. En fait, le véritable risque, c'est de penser que la technologie, comme cette unité-là, n'avait pas de point de vue, comme si elle était neutre, comme si c'était cet outil magique, comme la lampe d'Aladin, on exprime nos souhaits et puis pouf, tout apparaît. La solution, l'outil le plus performant, le meilleur, c'est lui qui fonctionne le mieux. Tout ça cache, rend opaque le fait que, en fait, un outil porte des visions du monde. Un outil fait quelque chose de particulier en incarnant une vision du monde particulière. Donc cette rhétorique, on la retrouve là à chaque fois, la souris, je ne sais pas pourquoi, elle passe dans l'autre écran, donc ça ne fonctionne pas, mais c'est très bien. Quelques principes de cette rhétorique-là, hein. C'est simple, c'est intuitif. Pourquoi j'utilise Google Maps? Parce que c'est simple, c'est intuitif, c'est performant. La performance, Hélène l'a cité maintenant. Hélas, il faut que je donne tort à Hélène une autre fois. Réduisez la présence de votre téléphone, vous allez être plus performant. Et si on ne voulait pas être performant? Et si de temps en temps, être performant n'était pas notre objectif? Quand je suis sur la plage et que je lis un roman, je ne veux pas être performant. Du tout! Je ne veux pas accroître mon capital symbolique. Je veux juste me reposer et lire un beau roman. Les solutions, en fait, vous voyez, c'est comme si à chaque fois, il y avait la solution. Eugénie Morozov parle de cette idée de solutionnisme. L'entreprise, la GAFAM, GAFAM, c'est cet acronyme Google, les grandes entreprises du numérique, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, etc., nous donne la solution. Mais souvent, cette solution arrive avant qu'on ait posé le problème. Nous n'avons pas posé un problème et nous avons déjà la solution. Petite critique à notre université en tant qu'institution, mais juste, il y a la vice-rectrice, je vais être gentil. Toutes les universités du monde ont fait la même chose. La Covid a été le moment des solutions. Les solutions, Zoom, etc., sont arrivées avant qu'on se pose le problème. En effet, on n'avait pas le temps. Mais on aurait dû peut-être réfléchir avant et peut-être après, et on ne le fait pas. Mais pourquoi on utilise Zoom? Parce que c'est celui qui fonctionne le mieux. Le mieux pour faire quoi? C'est quoi un cours? Est-ce qu'un cours de littérature, un amphithéâtre ou un séminaire de physique à 4 personnes, c'est la même chose? C'est le même type de rencontre? Les salles, par exemple, sont différentes. Est-ce que la même solution peut répondre à tous ces problèmes-là? Donc ça, c'est notre risque. Le numérique, la solution, la seule vision du monde possible, parce que finalement, qu'est-ce que nous pouvons désirer? Une seule chose, être productif, produire, aller vite. Parfois, ce ne sont pas les valeurs que nous trouvons. D'ailleurs, ce solutionnisme-là, on le retrouve aujourd'hui encore plus, avec des concentrations, je disais, qui deviennent de plus en plus violentes. ChatGPT. Les usages d'aujourd'hui, j'ai rien contre ChatGPT. Je ne crois pas, par exemple, que ça soit mal de l'utiliser. Mais ce qui me pose question, c'est qu'on a l'impression qu'on peut converger tous vers un outil pour tout faire, peu importe. Est-ce qu'on s'est posé la question de ce qu'il fait? Est-ce qu'on sait comment ça marche et quelles sont les visions du monde derrière? Bon, GPT, vous le savez peut-être, ce qu'il fait, c'est qu'il devine, sur la base d'une distribution de probabilités, le mot suivant, le dernier mot qu'il a. C'est ça qu'il fait. C'est une prévision de distribution des probabilités sur le mot suivant. C'est ça qu'il fait. Il n'a aucune idée de ce que vous écrivez, il ne cherche pas sur Internet, il n'a pas de connaissances, il devine le mot le plus probable. Bon. Est-ce que cette chose-là est utile pour faire quelque chose? Peut-être. Par exemple, pour tchatcher. Quand je tchatche, je cherche le mot le plus probable à dire après un autre mot.
Ça peut être très utile, par exemple, pour écrire des demandes de financement. Utilisez-le. Ça peut être même très, très, très utile pour faire des rendus à l'université. Why not? Si c'est utile, ça veut dire que la question que les professeurs ou la professeure vont poser est une question qui désire une réponse probabiliste. Si ChatGPT donne la bonne réponse, selon moi, vous méritez A+, peut-être le prof mérite un peu moins. Oh. Ou peut-être pas, hein, parce que parfois, savoir tchatcher est un art. Je vais dire, nos politiciens et nos politiciennes, c'est leur boulot. Hein. On a vu aujourd'hui qui gagne les élections. Donc, la solution unique est le problème. Donc, le problème n'est pas que les large language models nous enlèvent la créativité, etc. Non, non, non. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire avec un outil. Un outil porte des valeurs et des visions du monde qui peut-être conviennent dans des situations particulières et spécifiques, mais peut-être ne conviennent pas dans d'autres situations. Donc, c'est ça un peu la question à se poser. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi? Quelles sont mes valeurs? Le problème n'est pas l'outil en soi, mais le fait de le rendre universel. Et là, GPT, je le cite parce qu'en effet, ça devient ça. Hein. Tous les usages convergent vers une seule chose. Pour faire de la recherche, GPT. Pour faire de la traduction, GPT. Pour faire demander justement des idées pour créer une image, GPT. Alors, il y a des millions d'approches différentes. Et on peut chercher des choses différentes selon les cas. Si je cherche, par exemple, un article scientifique, peut-être je peux utiliser un moteur de recherche dédié à la recherche. Si je cherche à faire du chat, why not, un LLM. Donc, vous voyez, ce qui, à mon avis, est le vrai problème, c'est l'idée qui a été très répandue et peut-être maintenant commence à être mise en question, qui est celle que j'appellerais une fausse littératie numérique. Ça a été la rhétorique qui a été au centre aussi de beaucoup de programmes gouvernementaux, hein, hélas, même ici chez nous, mais un peu dans tous les pays du monde, encore une fois. L'idée selon laquelle, cet impératif selon lequel il faut se moderniser, mettez les technologies numériques et puis apprenons aux enfants à utiliser. Donc, en gros, donner des iPads aux enfants. Quel est le problème de ça? Le problème de ça est que, au lieu d'essayer de nous poser la question de ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, et puis ensuite aller trouver les meilleurs environnements, les meilleures technologies, les meilleures réponses à nos besoins, en fait, nous partons de la réponse, de la solution, pour adapter ensuite nos usages à cette réponse. En fait, au lieu, vous voyez, c'est qu'on essaye de faire avec cette rhétorique de la modernisation, hein, c'est d'apprendre à faire ce que les outils des GAFAM veulent que nous fassions. Et c'est ça qui est problématique. Je pense que la véritable littératie numérique consiste, au contraire, à prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire d'abord se questionner. Qu'est-ce que je veux faire? Je vous fais quelques exemples. J'écrivais dans mon outil numérique tout à l'heure des exemples, mais en réalité, je ne le suis pas. Je vais en faire un autre. Je dois prendre des notes. Est-ce que pour ce cours-là ou pour cet événement-là, quel est le but de ma prise de notes? Qu'est-ce que je veux faire? Peut-être parfois, justement, un calepin peut être la bonne réponse. Peut-être parfois, non. Je vais avoir besoin d'un texte fortement structuré avec des tags, des mots-clés, des possibilités de la renvoyer à d'autres. Et du coup, je vais chercher mon propre outil. Un autre exemple, Google Maps, ça me passionne. La meilleure manière pour aller d'un point A à un point B, mais selon quels critères? C'est quoi les critères? Vous n'êtes jamais questionné sur quels sont les critères que l'algorithme de Google Maps applique pour vous dire que ça, c'est le meilleur parcours? On peut essayer de les deviner. Oui, peut-être c'est le plus rapide, mais ce n'est pas explicite. Hein. On n'a aucune idée. Meilleur, selon qui? Moi, parfois, j'aime passer par une ruelle simplement parce que je n'ai pas envie de voir des gens. Et bien ça, c'est le meilleur parcours. Je passe par la ruelle. Est-ce que je perds 12 secondes? C'est possible. Est-ce que c'est pertinent pour mon besoin? Peut-être parfois, oui. Peut-être parfois, je suis en retard. Je dois venir donner une conférence. Là, en effet, il faut que je gagne du temps. Je passe au rouge, je suis italien. Mais d'autres fois, non. D'autres fois, les 12 secondes
qui me permettent de voir un joli coucher du soleil sur le Saint-Laurent. Non, c'est de l'autre côté. Normalement, c'est le matin, je vois plutôt le lever du soleil sur le Saint-Laurent. Ou de voir l'arbre qui me plaît beaucoup, qui est dans ces coins-là. Hein. Ça peut être un parcours qui est le meilleur parcours pour moi ces matins. Vous voyez, le problème n'est pas le numérique, le problème est ce numérique-là. Et si on développait une application qui nous faisait voir tous les beaux arbres quand il y a des feuilles, et qu'on utilisait ça. La même chose, imaginez, hein, je ne fais pas l'exemple parce que ça me prend trop de temps, j'ai 4 minutes. Tinder. L'idée selon laquelle les conceptions de ce que peut être une rencontre réussite doivent se réduire à une conception. Je ne dis pas que Tinder ne marche pas, il marche très bien. Mais le problème, c'est que peut-être mon idée de rencontre ou d'amour ou whatever, aujourd'hui, est différente de celle d'Hélène hier, et la mienne, peut-être demain, va être une autre. Si vous lisez les brevets de Tinder, il est breveté. Hein, les principes de l'algorithme de Tinder sont brevetés. Si vous les lisez, le problème que ça pose, outre que c'est sexiste et raciste, horrible en réalité, mais outre ça, c'est de dire la seule idée possible est celle d'une vision du monde. Ça, c'est ce qui me pose problème. Et les réseaux sociaux, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas un, il y en a plusieurs, encore une fois. Mais il semblerait que nous sommes tous assujettis au même impératif. Il faut, par exemple, chercher un maximum de visibilité. Pourquoi je suis là ? Parce que tout le monde y est. Ouais, mais est-ce que le fait d'être vu par tout le monde est toujours mon impératif ? Parfois, je préfère être vu par le moins de monde possible. Parfois, je cherche une communauté particulière. Les chercheurs, par exemple. Pourquoi les chercheurs, ils sont tous sur les plateformes comme... Je me fais de l'autopromotion sur LinkedIn. Savoir quoi, ça, avec mon travail des chercheurs. Peut-être je peux chercher des communautés en littérature, en philosophie, petite. Mais à qui je veux parler ? Merci. 2 minutes. Donc... je vais parler juste 1 minute 30 pour faire le bonheur de tout le monde. Quels seraient les principes, à mon avis ? C'est poser des questions d'abord. Qu'est-ce que je veux ? Quel est mon besoin ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que je cherche ? Bricoler, c'est-à-dire parfois des solutions très low-tech, mon ordi est de 2008, en fait nous permettent de nous approprier les outils en les détournant, en bricolant, en tournant une vis. Ils ne m'ont pas fait passer à l'aéroport l'autre fois en disant « c'est pas un ordi ça ». Comprendre les enjeux, étudier, essayer de développer notre compréhension de « OK, pourquoi Google Maps me fait passer par là ? C'est quoi les valeurs derrière ? Pourquoi Google Search me dit que ces résultats-là sont les plus pertinents ?» Comprendre, n'est jamais utiliser. Utiliser, on utilise les drogues. Vous savez, en anglais, « use ». C'est-à-dire que nous sommes passifs dans l'utilisation. Plutôt qu'utiliser, essayons de bricoler nos choses. C'est nous qui devons être acteurs. Et une autre piste, et la dernière, et c'est sur ça que je clôt, peut-être un des principes à retenir serait d'utiliser toujours l'outil le plus bas par rapport à nos besoins. C'est-à-dire, si j'ai besoin de traverser la rue pour aller acheter les journaux en face, y aller avec un avion, ce n'est pas utiliser l'outil le plus performant, c'est être débile. Et en fait, je fais le contraire de ce que je veux faire. Le principe du low-tech, c'est je vais choisir toujours, si j'ai besoin là de prendre des notes, en plus Internet buggé ne fonctionnait pas, peut-être les calepins, ça va être ma solution pour ce que je veux faire. Utiliser la solution la plus basse technologiquement, ce qui ne veut pas dire, parfois j'ai besoin d'une solution technologique très complexe. Si je dois envoyer une fusée sur Mars, je ne vais pas l'envoyer avec mon calepin. Mais chercher la solution toujours la plus basse en technologie, c'est qui me permet évidemment les autres choses, c'est-à-dire de comprendre comment ça marche, donc de comprendre ce que je fais, de ne pas être passif, parce que c'est moi qui comprends, et de bricoler, et donc d'être acteur dans notre vie dans les environnements numériques. Merci. Bravo. Merci. Merci, Marcello. Vitaly Rosati, merci infiniment. Alors, on va passer maintenant la parole à Jean-François Biron. Et sachez que prendre des notes sur du papier, on retient beaucoup mieux. C'est ce que la science nous a montré, d'ailleurs.
Alors, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai juste à faire c'est ici. Donc, 2008... bon? mon micro est fort. Oyez, oyez. J'espère que ça va bien en ce lendemain de veille. Bon, et merci, Marcello, de nous avoir éclaté le cerveau un peu. Ça fait du bien. Moi, je vais peut-être vous donner des choses un petit peu plus terre à terre. Je vais essayer que ce soit quand même pas trop pénible, pas trop aride. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, ça fait longtemps que je travaille sur l'hyperconnectivité, tout ça, les écrans. En fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était une anecdote, là. On m'invitait un petit peu partout, mais c'était vraiment une curiosité. Donc, j'ai commencé peut-être en 2008 à m'intéresser à ça. Donc, il y avait moins de bandes passantes dans ce temps-là. Fait que voilà. Mais là, maintenant, c'est rendu effectivement quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai eu la chance de suivre un petit peu comment ça a évolué. Puis, une des choses que j'ai remarqué, c'est les vagues, un petit peu des fois d'euphorie, d'emballement que ça peut susciter en matière de développement technologique, d'avancée, de performance, là, ouais, soyons bons, tout ça. Puis sinon, ce que je remarque aussi, c'est que après ça, il y a eu des préoccupations qui ont émergé à quelques reprises, et ça fait souvent des vagues. Là, on est peut-être dans la plus grosse, on est peut-être même dans j'ai déjà utilisé le mot indigestion d'écran, mais il y a vraiment beaucoup de préoccupations. Et puis, en tout cas, moi, je me rappelle de même avoir été un peu le mouton noir, puis en ce moment, j'ai quand même, depuis le temps, un regard un peu plus nuancé, un petit peu qui rejoint ce qui a été mentionné au départ, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on en fait. Puis évidemment, il y a différents paramètres qui vont déterminer qu'est-ce qu'on va en faire. Puis, effectivement, il y a quand même des acteurs qui ont des intérêts à nous faire passer du temps sur les écrans aussi. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, c'était ma petite introduction. Comme ça m'arrive des fois de parler beaucoup, je me suis dit, je vais mettre un petit peu les messages les plus importants que j'aimerais qu'on retienne de ce que j'ai à vous communiquer aujourd'hui. Je vais les mettre au début. C'est un peu ma conclusion, finalement, mais quand même. En fait, maintenant, avec ce qu'on sait, pour le meilleur et pour le pire, en santé publique, parce que moi, je travaille en santé publique, donc je regarde vraiment le lien des écrans avec la santé. D'ailleurs, une des choses, à l'époque, j'ai été un des premiers à utiliser le terme hyperconnectivité, puis souvent, c'est utilisé de façon négative. Alors que moi, je le vois plutôt comme un contexte. C'est-à-dire que les appareils, maintenant, sont interconnectés, communiquent de façon rapide. Donc, il y a vraiment un côté technique. Quand on parle on utilise on achète un appareil, bien, il va se brancher avec toutes les autres plateformes qu'on utilise et tout ça. Là. Donc, ça, c'est ce qui va se faire. Donc, il y a un côté technique des capacités technologiques, de bande passante, d'ergonomie, tout ça. Mais il y a aussi un côté social. C'est-à-dire que maintenant, on doit, quand on utilise notre écran, des fois, on est obligé d'avoir un cellulaire à côté parce qu'il faut rentrer un code pour pouvoir prendre ses courriels. En tout cas, bref, c'est rendu incontournable. Donc, c'est fonctionnel, puis après ça, de là, se développent différents usages. Mais c'est clair que c'est rendu un déterminant de la santé dans la mesure où ça peut influencer l'état de santé positivement ou négativement. C'est là-dessus qu'on veut le dire. Comme je disais un petit peu, je les comportements et la prévention, parce qu'en santé publique, on essaie de prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent, plutôt que de les régler une fois qu'ils sont là. C'est un peu l'approche épidémiologique également. Donc, en fait, il y a les caractéristiques des individus, et puis on va le voir un petit peu plus loin. Donc, quand on regarde les impacts que ça peut avoir sur la santé, il faut tenir compte du stade de développement. On mentionnait plutôt, là, les enjeux de santé vont varier si on est de 0 à 5 ans, de 5 à 12 ans, de 12 à, on est adolescent et quand on est adulte. Et ça va dépendre aussi de certains facteurs, des caractéristiques individuelles, les traits de personnalité. Donc, on sait que les gens qui ont des propensions à être un peu plus à prendre des risques ou à être impulsifs, peuvent tomber davantage dans des pièges pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Les gens qui sont plus anxieux vont des fois consulter les médias sociaux de façon un peu plus, je dirais, ça leur fait davantage de préjudice
Donc, parce qu'ils vont se comparer, et puis là, il va se développer des obsessions. Donc, il y a quand même des caractéristiques individuelles. Il y a les caractéristiques des environnements. Donc, on parlait évidemment de toute la bande passante et tout ça, mais il y a aussi tout le marketing qui se fait aussi, qui soit sur les plateformes ou pas, qui vont influencer la façon dont... Puis là, je rejoins un petit peu ce qu'on disait, la façon dont on conçoit, la façon dont on voit le monde. Puis on peut juste penser à la durée de vie d'une nouvelle, par exemple. Quand Guy Lafleur, dans les années 70, comptait un but où se faisait échanger dans les années 80. En tout cas, ça trahit un peu mon âge, là. Mais je veux dire, la nouvelle durait 3 jours, là, pendant 3 jours, alors que maintenant, une nouvelle comme ça durerait quelques heures, là, puis ça va très, très rapidement. Puis même chose, quand on regarde des contenus sur YouTube, ils coupent les pauses, là, ça va très, très vite, donc ça vient formater la façon dont notre relation aux médias comme tel. Donc, voilà. Et enfin, bon, les caractéristiques des appareils et des contenus, s'il n'y a rien d'intéressant, comme il fut un temps, ou si ça prend 3 quarts d'heure pour télécharger une photo, ben c'est comme ça a déjà été le cas, là, quand même. Fait que voilà. Fait que, et la dernière chose que c'est peut-être mon petit dada ces temps-ci, c'est vraiment de parler. On parle souvent des méfaits, des problèmes, des ci, des ça, mais on met souvent de côté l'expérience des gens. On parle de « Ah, c'est pas bon », ou « c'est bon », mais il y a une chose qu'on met de côté, c'est... Et puis, je dis ça en prévention parce qu'on va aller dans les familles, on va essayer de les sensibiliser, de ne pas exposer leurs enfants, tout ça, mais souvent, on ne prend pas compte que dans le concret, l'appareil, ça donne un peu un répit à la mère monoparentale. Puis, quand même que tu dis que c'est pas bon de passer plus que 2 heures par jour, c'est pas ça son expérience. Donc, il va y avoir des mécanismes de défense qui vont se mettre en place et tout ça. Puis, même chose quand on parle des jeunes, c'est comme si on évacuait parfois la notion de plaisir. On ne se torture pas en allant sur nos écrans. Moi, je vois souvent des gens qui ont le grand sourire, qui se promènent. Donc, si on évacue cette expérience-là, ce côté du plaisir qu'on a à être en ligne, à être... même si des fois, ça nous amène à certains excès, bien, on passe à côté de notre compréhension de l'objet. Donc, voilà. Le reste, je vais aller vite. Bien, en fait, l'expérience des jeunes et des moins jeunes est généralement positive, en gros, là. Donc, c'est une des choses. Donc, évidemment, l'accès aux connaissances, divertissement, créativité, évidemment, être en lien avec des communautés. Quand on a des passions, des fois, bien, ça permet d'approfondir et tout ça. Et c'est pas vrai que c'est vécu de façon négative, ça, par les gens. Et même chose, si on fait de la musique ou des choses comme ça, bien, il y a toutes sortes de façons d'en profiter de ces technologies-là. Donc, c'est vraiment... Quand on s'adresse aux jeunes dans une perspective de santé, dans une perspective de santé publique, bien aux étudiants, bien, si on évacue ça, on est à côté de la traque. Donc, voilà. Bon, ça, c'est juste quelques preuves là-dessus. En fait, quand on questionnait, c'est des données qui datent quand même, mais bien, il n'y en a pas tant que ça des données où on questionne les gens sur leur expérience puis qu'on le quantifie. Bien, en fait, ça montre que la relation que les jeunes, ça c'était des adolescents, ont avec les médias sociaux est plus positive que négative. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour eux, on parle de leur expérience. Donc, on voit qu'ils se sentent plus populaires, plus confiants. À l'inverse, ils se sentent moins anxieux, moins seuls. Donc, ça, c'est quand on leur questionne sur leur expérience. Donc, et donc, je reviens modèle de santé publique. C'est juste que ça résume à peu près tout. Quand on regarde, disons, la santé publique dans une perspective de population et non individuelle, ce qu'on regarde, c'est qu'il faut tenir compte du stade de développement, ce que je disais un petit peu plus tôt là, dans ma conclusion prématurée. Donc, c'est un petit peu ça. Et là, j'ai donné des exemples. Puis là, j'ai mis un petit peu le même modèle, la construction des usages, des habitudes numériques. Bien, ça se construit. Et ça se construit aussi avec le groupe des pairs. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, par exemple, ou même quand on est des jeunes adultes, bien, c'est plus nos parents, le groupe de référence. C'est plus à eux qu'on s'identifie. Et donc, dépendamment de ce qu'on fait, bien, ça va déterminer le temps qu'on passe, les choses qu'on fait et tout ça. Donc, et voilà, puis j'ai mis quelques exemples. Là, quand on est jeune, bien, c'est vraiment le développement langagier, moteur, socio-affectif des enfants qui est en jeu. Donc, il faut faire attention à ces âges-là, de ne pas trop les exposer. Ça ne veut pas dire que si tu passes devant un écran avec ton enfant, il va avoir le cancer. On est loin de là. Les preuves sont quand même moins fortes que dans d'autres problématiques. Et évidemment, il y a tout l'enjeu de la sédentarité, là, qui est quand même un enjeu de santé publique. Donc, c'est sûr,
Et évidemment, une chose importante à retenir, c'est que les impacts qui sont là quand on passe beaucoup de temps. Ça veut dire que, donc, c'est pas, si on fait 2 heures, même nous, on a fait des études, parce qu'en santé publique, c'est important de démontrer ce qu'on appelle le fardeau sur l'état de santé, la morbidité, mortalité, c'est-à-dire en quoi l'usage ou tel produit ou l'exposition à telle chose a vraiment un fardeau. Si on n'est pas capable de faire la preuve de ça, ben à ce moment-là, on est dans du gros principe de précaution, puis on agit sur des inquiétudes. Et là, dans ce cas-ci, je vous dirais que le niveau de preuve qu'on a actuellement n'est pas celui qu'on a sur le tabac, n'est pas celui qu'on a sur l'alcool, n'est pas celui qu'on a même sur les jeux de hasard et d'argent, là, ou une autre de mes spécialités. Mais ceci dit, on en a maintenant, puis ça a été d'ailleurs une des premières choses que moi j'ai voulu faire quand j'ai travaillé là-dessus, de démontrer le fardeau sur l'état de santé, parce que sinon, c'est moins légitime comme santé publique de s'investir sur une problématique. Bon, j'espère que c'est pas trop aride ce que je vous dis, là. Bon, OK. Bon, bien justement, ça, c'est... Là, maintenant, je vais y aller un peu plus rondement. 5 minutes, très rondement même. En fait, ça, c'est des données qu'on a recueillies pendant et après la pandémie. Et ce que je trouve intéressant dans ces données-là, c'est le temps d'écran en semaine par jour des adolescents. C'est une enquête qu'on a faite. D'ailleurs, Emmanuel a été impliqué là-dedans. Merci, Emmanuel. Et dans le fond, ce qu'on regardait, c'est que pendant la pandémie, le temps d'écran a beaucoup augmenté. Puis moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça montre l'impact de l'environnement. C'est-à-dire que quand on coupe les alternatives, les parcs, toutes les activités auxquelles les jeunes ont accès, bien forcément, ils passent plus de temps sur les écrans. Puis là, on encourageait pour ne pas propager le virus, la COVID-19 à ce moment-là. Donc, on voit quand même que l'environnement, c'est un levier important pour lequel on peut agir quand on est en prévention dans les milieux. Donc voilà, puis on voit quand même qu'on a 19 quand même encore de jeunes qui font plus de 5 heures par jour de temps d'écran de loisirs. Et on va les analyser, ces jeunes-là, rapidement. Oui, ça ici, c'est le type d'utilisation des adolescents qu'on a sondés. Donc, il y a 3 grands types d'usages. Je pense que tout le monde le sait quand même, sans doute. C'est le visionnement de vidéos, le jeu vidéo, quand même plus important aussi chez les garçons. Là, c'est vraiment beaucoup les gars le font beaucoup, mais c'est très répandu. Puis les médias sociaux. Donc, après ça, on tombe dans des usages spécifiques selon les intérêts des personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on dit le problème, c'est telle utilisation, c'est telle utilisation. C'est très dur parce que maintenant, les jeunes, on parle d'habitudes numériques, ils font beaucoup de choses et de façon parfois simultanée. Donc, les gens qui font des médias sociaux, bien, ils font aussi souvent des jeux vidéo, ils font aussi beaucoup de choses. Donc, parfois, quand on essaie de dire, OK, le problème du temps écran, ça vient de la surexposition, ça vient de telle chose, il faut être très prudent là, quand on regarde ça de cette façon-là. Pardon? Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'utilisation est préjudiciable quand l'utilisation devient trop intensive ou inadaptée. Intensive, bien, c'est quand ça prend trop de place. Je vais vous montrer un modèle très rapidement. Mais sinon, inadapté, bien, vous pouvez juste penser que c'est pas nécessairement une question de temps. Le temps d'écran est vraiment très limité comme indicateur. Très intéressant quand on analyse des populations, mais quand on ramène ça au niveau d'un individu, ça a beaucoup de limites parce que ça dépend du temps que tu es disponible, ça dépend de ce que tu fais. Et parfois, tu peux faire pas beaucoup de temps, mais le temps que tu passes te fait mal parce que tu es en comparaison, c'est l'anxiété qui va te solliciter. Donc, c'est beaucoup de nuances de ce côté-là. Oui, bien c'est ça. L'hyperconnectivité, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est vraiment le contexte. Les habitudes numériques, c'est ce qui se développe dans un contexte d'hyperconnectivité. Et dans le fond, on a 2 choses. On a l'utilisation intensive, qui sont plutôt associées à des mauvaises habitudes numériques qui liées à des impacts. Et on va avoir parfois des dépendances qui vont émerger, mais c'est vraiment beaucoup plus petit. En santé publique, on regarde vraiment plus les habitudes numériques, puis évidemment avec une préoccupation pour les gens qui en viennent à développer des dépendances à certains usages. Quoi? Oh, 2 minutes. 2 minutes, oui. Bien, écoutez, regardez, ce modèle-là, je le trouve intéressant. Des fois, on se questionne, oui, mais à partir de quel moment c'est dangereux? Bien, c'est sûr, on voit populationnellement 4 heures, 5 heures, là, il y a vraiment des impacts importants. Donc, on recommande généralement 2 heures, mais à 3 heures, il ne se passe quand même pas grand-chose, là, pour être honnête. Donc, c'est un petit peu ça.
Ceci dit, ça, c'est quand on se questionne à quel moment c'est trop. C'est un modèle il est un peu vintage, là, vous allez, au niveau du look, mais ça a été publié dans le livre Sommes-nous trop branchés? J'avais écrit un chapitre, j'avais publié ça. Puis je trouvais ça intéressant parce que ça permet aux gens de dire, OK, moi, quels sont mes usages et quelles sont les ressources qui sont disponibles, que j'attribue à ces usages-là. Et dans le fond, les gens sont capables de réfléchir par eux-mêmes, peu importe. Quand je consacre trop de temps ou trop d'argent dans certains cas, ou trop d'attention, trop de ressources psychologiques, donc j'ai moins de temps pour faire mes travaux scolaires et tout ça, bien, c'est là que les impacts préjudiciables vont apparaître. Donc, c'est ce modèle-là. Ouais, bien ça, c'est les impacts attribués par les jeunes eux-mêmes, mais on a la même chose chez les adultes. Donc, les gens sont conscients que l'utilisation a parfois des impacts sur leur sommeil, sur leurs travaux scolaires. Donc, on a quand même les gens près de 40 % des jeunes là, qui disent qu'ils ont perdu du sommeil. Ça crée des tensions dans les familles. 57 % qui disent que l'entourage s'inquiète de leur utilisation. Donc, même chose, nuit aux résultats scolaires, c'est plus de 50 % Donc, on voit que quand on parle aux jeunes, ils nous entendent. En tout cas, ils nous entendent. Je ne sais pas s'ils nous entendent, mais ils sont conscients qu'il y a des problèmes. Et ben là, ici, là, je commence à manquer de temps. Fait que j'aurais peut-être dû être moins vite dans mon truc. Bon, voilà ici. Bon. Ici, dans le fond, on a croisé les grands utilisateurs, ceux qui font 5 heures et plus, avec des indicateurs de santé. J'ai highlighté certains trucs, dont les résultats scolaires et la motivation pour les études, qui est beaucoup plus faible, quand même, beaucoup plus faible. Plus élevé, en fait. Les problèmes sont plus élevés dans le groupe où on a des grands utilisateurs. Donc, et ça, c'est des données qui ont été avec des indicateurs non liés, donc des indicateurs indépendants qui ont fait l'objet de croisements. Donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a vraiment... Ça, c'est la démonstration qu'il y a un fardeau quand même sur l'état de santé et qui rend légitime de s'y intéresser dans une perspective de santé publique. Même chose chez les adultes. Ici, avec ce qu'on parle en santé publique, un lien de dose-réponse, c'est-à-dire que plus le temps augmente, plus les impacts apparaissent. Donc, ça sous-tend parfois un lien de causalité, mais sans nécessairement le démontrer. Voilà. Donc, enfin, quels sont les enjeux? Puis là, la question est lancée. Pour évidemment, la communauté universitaire, bien, il y a toute l'idée de la capacité de concentration des jeunes avec l'énergie cognitive, psychologique qui est passée, peut-être pas toujours au bon endroit. Le contexte d'apprentissage aussi, là, c'est les professeurs et peut-être les étudiants qui pourront nous en parler, mais est-ce qu'on donne des contextes d'apprentissage où, dans le fond, les habitudes numériques ou les impacts des écrans sont appropriés. Au niveau des relations aussi, je suppose que moi, je me suis envenu tout à l'heure, puis il y avait pas mal de jeunes avec des casques sur la tête qui se promenaient comme ça. Fait que je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est négatif, mais c'est différent. Donc, je ne sais pas c'est quoi les enjeux. Et donc, évidemment, le bien-être des étudiants et des étudiantes, là, voilà. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Là. J'ai même dépassé. Mais merci beaucoup. Merci, Jean-François. Alors, on dit souvent à nos enfants, hein, laisse ton téléphone, fais autre chose. Alors, Emmanuel Parent, j'ai oublié de le mentionner tantôt, c'était son idée, donc le petit exercice sur le temps que nous pensions passer sur nos écrans. Je tenais à le dire. Oui, c'est un exercice qu'on fait avec les jeunes de secondaire 3, 4, 5, donc qui ont environ entre 14 et 17 ans. Avant, il y avait le droit au téléphone dans la classe. Des fois, ils l'amènent, puis ils l'ont quand même. Fait qu'on regarde le temps d'écran, puis souvent... Ben là, je révèle mes punchs, mais c'est pas grave. Parce que souvent, quand les jeunes regardent leur temps d'écran, ils vont faire le saut. Puis ils vont être sur la défensive. Ils disent « Mais non! » Ou « Mais voyez, madame, c'est parce que j'ai écouté de la musique. » Puis on dit « Oh oui, ça c'est très noble, ce grand art. » Donc, mais on a le même réflexe. Je fais la même chose. Tantôt, je regarde mon temps d'écran, puis je me dis « Oh, mais ma plus grande application, c'est Pokémon Go. Je marche, je suis active, saines habitudes de vie. » Mais donc, la bienveillance qu'on a envers notre propre utilisation, les jeunes la méritent également. Merci, ça va être... Non, c'est pas vrai. OK, donc le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de bienfaisance qui a vu le jour en 2020, super année pour la santé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on développe un programme de prévention aux méfaits des écrans du primaire jusqu'au secondaire.
Donc, hier, j'étais avec des 5e années, avant-hier avec des 4e années, la semaine passée avec des 13-14. Donc, on va parler avec la 4e année du primaire jusqu'au secondaire de notre rapport au numérique de façon nuancée. Donc, on est dans une perspective de réduction de méfaits. On ne veut pas dire non aux écrans, juste comment est-ce qu'on apprend à bien les utiliser. Puis c'est ça aussi mon objectif. Aujourd'hui, quand j'ai regardé les personnes qui m'accompagnaient aujourd'hui, j'ai dit, OK, on va déjà avoir très bien réfléchi à la santé, à notre rapport aux écrans. Là, on va être dans des stratégies. Fait que je vais vous en proposer beaucoup. Je vous donne pour objectif d'en essayer 2. OK? Seulement 2. Je vais en nommer beaucoup. On en parlera tantôt. OK. Donc, oui, je peux changer moi-même, j'imagine, avec ça. OK, protéger les jeunes. Première chose qu'il faut dire, OK, puis je commence avec mon livre, c'est que lorsqu'il y a des nouvelles technologies, couramment, elles sont adoptées par les jeunes en premier. Moi, quand j'ai commencé la Fondation, on m'a dit les jeunes nés dans les années 90, c'est une génération gâchée. J'étais comme, madame, c'est moi, ça. Je suis gâchée. Merci de me donner de l'attention. Mais donc, de vouloir protéger les jeunes, c'est quelque chose qui rime aussi avec le développement des technologies, puis qui peut nous mener des fois à un certain cycle de panique morale où on s'inquiète. Okay? Donc, je vous donne l'exemple du lecteur MP3 lorsqu'il a fait son entrée, que les jeunes se promenaient avec le baladeur Sony jaune et autres compagnies. Eh bien, on se disait, ça y est. C'est la fin des concerts. Des gens s'insurgeaient de dire maintenant la lecture de musique ne sera qu'individualisée, alors qu'on le sait que, en tout cas ici, on a de plus en plus de festivals, de concerts en live. Donc, il n'est pas question de ne pas s'inquiéter, seulement des fois de prendre conscience de nos biais de vieux, qu'on a tendance à juger les pratiques des jeunes qui sont différentes des nôtres. Donc, il faut garder une posture d'ouverture. OK. Sortez votre téléphone. Bien, c'est ça que je voulais vous nommer, que j'ai vendu le punch dans l'introduction. C'est qu'on le fait avec les jeunes, puis je le fais aussi quand j'enseigne à l'université, au début de la session, puis à la fin de la session, pour nommer est-ce que ce temps-là me convient? Simplement parce que quand on réagit, puis on se dit « c'est un peu trop », ce que j'entends, c'est que on a dépassé nos limites. Tu sais, tantôt, on parlait de c'est important de se poser des questions, de mettre les objectifs de pourquoi est-ce qu'on utilise les outils de façon active, puis qu'on ne veut pas que ce soit l'outil, finalement, qui nous pousse vers une utilisation qui déborde. Puis ça, je dis ça, mais j'ai supprimé Instagram la semaine passée parce que je trouvais que j'avais de la misère à m'autoréguler. OK? Donc, je suis dans cette dynamique de trouver des stratégies pour justement respecter puis l'utiliser consciemment. Là, ça va faire écho à ce qu'on a vu. J'ai mis, oui, les écrans sont indispensables, distrayants, ils sont pratiques. Donc, on entend ça dans le milieu universitaire. Studium, quelle merveille du monde, Studium, d'avoir les PowerPoint, les lectures. Mais les écrans ne sont pas neutres. Donc, je vais commencer par dire, ils ont des objectifs bien précis, surtout quand on va parler, je vais surtout parler de plateformes pour le loisir, donc les plateformes de streaming, de réseaux sociaux. Donc, leur objectif, il reste quand même de faire des revenus. Ce sont des entreprises cotées en bourse qui veulent plaire à leurs actionnaires avant de se dire « Emmanuelle est tellement contente de ce qu'elle a vu sur Instagram aujourd'hui. » OK? Puis, je ne sais pas, en main levée, est-ce qu'il y en a qui utilisaient MSN quand ils étaient jeunes? Oui. Moi aussi. Est-ce qu'il y en a qui étaient plus des soirées au téléphone? Oui, bien, Meta, là, que Facebook, Instagram, ne veut pas être MSN, ne veut pas disparaître de la map. Donc, quand TikTok arrive avec ses vidéos courtes dans cet écosystème économique, bien, qu'est-ce qui arrive, hein? Instagram met de l'avant les Reels, qui sont le même format de vidéo. Et puis là, on a Netflix ici qui va avoir des petits formats de vidéos également. Donc, elles se font toutes compétition. Puis là, on parlait de Apple et Google. Qui ici a déjà eu un BlackBerry? Symbole du monde corpo. Apple ne veut pas être BlackBerry et notre bien-être ne va pas l'empêcher de blackberriser son industrie. Donc, cette citation ici, Montréal, Université du Monde en français. OK, nous sommes en concurrence avec la concurrence de Netflix. On se dira, est-ce que c'est Crave, Disney+? Et non, le PDG, il a dit qu'aujourd'hui, il n'est plus PDG, là, mais en tout cas, dans les fondateurs, en 2017, a dit que c'était le sommeil. C'est bon, hein? Bien, moi, je trouve que ça montre que... c'est ancré dans nos habitudes. Moi-même, j'aime Netflix, j'aime écouter des séries. J'écoute Succession en ce moment, c'est tellement bon. Mais je vais l'écouter avant de me coucher. Mais si j'écoute une émission de plus
ben, c'est 1 heure de sommeil de moins et la plateforme est contente car elle cumule des données. Et qu'est-ce qu'elle fait pour inciter cette action? 10, 9, 8. On a le petit décompte. Puis là, on dit « Oh, juste un épisode de plus. » Donc ça, je vous le mentionne maintenant. Si vous allez dans vos réglages fouillés, vous pouvez enlever l'écoute automatique. Même chose sur YouTube, vous pouvez retirer l'écoute automatique, toujours dans cet effort de se poser des questions et d'être conscient de notre utilisation du numérique. La conception des réseaux sociaux, elle est très attractive. On se souvient, ceux qui étaient avec moi sur Facebook en 2009, qu'on ne voyait que les publications de nos abonnés et que c'était en ordre chronologique. Bon, devant là, tous les contenus qui se font maintenant, c'est les algorithmes qui organisent le contenu, mais on voyait même les notifications en 2009 sur Facebook en bleu. Mais là, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ah, ben, la couleur rouge attire plus notre œil, donc on va mettre les notifications en rouge. Puis avant, on se faisait dire, voilà, vous avez regardé toutes les publications de la journée. Puis j'étais comme, ah, ben écoute donc, tu sais, je fermais mon téléphone et je vais faire autre chose. Alors qu'aujourd'hui, dans les écoles primaires, on va me demander, madame, est-ce qu'il y a une fin à TikTok? On m'a demandé ça une fois, mais c'était cute. Puis j'étais comme, ben non, plusieurs, il n'y en a pas. Donc, ça vient nous chercher. C'est un design qui est fait pour ça. Le fait qu'on nous montre le nombre de likes, tout est réfléchi dans la conception. Donc, tantôt, on montrait qu'on nous invite, on nous invite à faire quelque chose, mais on le voit même, justement, quand on voit le nombre de likes. Quand je vois une vidéo qui a 12 likes, je ne la regarde pas. Mea culpa, la découvrabilité. Mais quand je vois qu'il y a 5 millions de likes, là, ça attire ma curiosité. Puis je suis comme, ah, ben là, pas fou. S'il y a 5 millions de personnes qui ont écouté ça, moi aussi, ça m'intéresse. Donc, c'est des sortes d'indicateurs comme ça. Et aussi, les jeunes, les ados, mais même les universitaires vont me dire, bien, ils utilisent beaucoup le numérique pour communiquer. On s'envoie des DM sur Instagram, on s'envoie des vidéos, etc. Mais quand on ouvre Instagram, même si, de mon expérience, là, qui n'est pas généralisable, mais qui est quand même substantielle, on me dit que c'est le social qui est le plus important, mais quand j'ouvre Instagram, est-ce que c'est la boîte de messagerie qui est là? Non. La boîte de messagerie, elle est en tout petit. Même si c'est l'utilisation que j'en fais le plus et que je souhaite en faire. Ce qui arrive en premier, c'est une grosse publicité parce que le modèle d'affaires des réseaux sociaux est basé là-dessus, en dépend. Puis c'est quelque chose qui m'invite à regarder du contenu. Donc, c'est super satisfaisant, il y a des vidéos courtes et ça peut nuire à notre fameuse concentration. Ça, je prends une étude qui est adorée d'un de mes collègues, Charles Bourgeois, là, qui a fait sa thèse sur l'attention à l'université, etc., qui est une étude où on a fait un test avec 3 groupes. Dans un groupe, on faisait faire un test cognitif là, à ces 3 groupes-là. Dans un premier groupe, le téléphone était sur le bureau. Le deuxième groupe, comme on voit sur l'image, il était dans la poche ou dans le sac. Puis dans le troisième groupe, il était dans une autre pièce. Puis pourquoi je vous montre ça? Parce que ceux qui ont mieux réussi, c'est ceux dont le téléphone était carrément dans une autre pièce. Quand on veut se concentrer, que ce soit avec un ami, pour un souper, pas juste pour des raisons académiques, là, mais même si ça l'est pour l'université, le téléphone, le mettre dans une autre pièce, c'est une bonne idée. Ça nous aide à concentrer, à être plus efficace. Et une des raisons derrière, bien là, moi, je ne suis pas neuroscientifique, là, mais je vais vous l'expliquer avec des chips. Dans le fond, c'est que, mettons, le fait qu'on voit le téléphone, ça fait qu'on a le goût d'aller le chercher. Notre cerveau, il planifie l'action. Comme quand on s'en va manger un bon repas, mais que là, les personnes chez qui ils sortent un bol de chips en milieu de la table. Puis moi, ben, j'ai la dent salée. Fait que là, je mange les chips. Puis à un moment donné, je me dis, j'aurais plus faim, je veux arrêter, mais qu'est-ce qui se passe pendant que je parle? Mon cerveau planifie l'action d'aller chercher les chips. Il s'imagine la dopamine avec l'effet crunch. Moi, c'est les vinaigres, c'est mes préférés. Puis qu'est-ce qui se passe? Pendant que là, j'ai de l'énergie à participer à la conversation, j'ai plus d'énergie pour résister aux chips. Donc, je les mange. Puis quand on va voir les jeunes, bien, souvent, ils vont utiliser le téléphone pour mieux vivre avec les émotions négatives. Puis qui dit études d'examen, évaluation, stress, on a des fois, c'est pas tout le temps une matière qu'on aime. Là. Moi, j'enseignais un cours de métaux. Là, je sais que les gens ils tripaient pas nécessairement sur le concept. Mais, donc, on a des émotions négatives. Donc, si en plus notre téléphone est là, qui est un outil qu'on utilise pour avoir des émotions positives, mais on peut aller vers ça. Donc, c'est là qu'il faut faire... faut peut-être avoir des petits outils sous la main pour
prendre un certain contrôle puis l'utiliser quand on veut puis que ça ne nuise pas à nos objectifs. Bonjour. Est-ce que la personne peut m'aider à changer la diapositive? Merci. Nous allons parler des saines habitudes de vie. On peut changer encore. OK. Les effets négatifs, pourquoi est-ce qu'on parle qu'une utilisation, bien, Jean-François en a parlé, mais une utilisation qui est intensive des écrans peut avoir un effet sur des symptômes comme de la tristesse, de la fatigue, augmentation de l'anxiété, de la perte de confiance en soi, difficulté à se concentrer. Je vais vous les nommer puis me concentrer sur le dernier un. Mais si on se compare socialement et qu'on se descend négativement. Quand je faisais ma thèse, je voyais des gens qui publiaient « Ah, j'ai un article de publier, etc. » Puis des fois, ça me faisait sentir mal, puis ça me faisait sentir insuffisante, tu sais, de ne pas être aussi performante qu'eux. Donc là, dans ce temps-là, ben, à un moment donné, tu as un réflexe, puis tu quittes, ou tu te dis « Tant mieux pour eux, parce que tu es content qu'il y en ait pour qui ça va bien. » Ensuite, la cyberintimidation chez les jeunes, quand il y a des relations qui sont difficiles en ligne, même chose pour le contenu toxique. Je vous avoue que les réseaux sociaux, je ne les ai pas trop regardés aujourd'hui pour ma santé mentale. La sédentarité, c'est encore une fois le numérique fait qu'on ne va pas bouger, c'est bon pour notre santé mentale. Et le fameux sommeil, comme on l'a dit, on fait référence à la citation de Netflix. Il faut vraiment faire attention à notre sommeil parce qu'on devient plus irritable, c'est plus difficile. Tu sais, des fois, on veut travailler toute la nuit pour un travail, mais il faut tellement faire attention pour notre santé mentale. Des fois, le problème il est tout simple qu'on ne dort pas assez. Puis je le sais, quand je suis énervée puis impatiente, puis mon chum il est comme « As-tu bien dormi? » Je suis comme « Hey, c'est plus complexe que ça, mon mal-être. » Mais souvent, c'est que j'ai pas bien dormi. Soyez sans crainte, là, il est gentil quand même. Donc, des trucs pour le sommeil, OK? Bloquer l'accès à certaines applications le soir pour pas que le contenu nous affecte. Prendre un temps sans écran avant de dormir. Puis là, identifier des activités calmes. Qu'est-ce qui me calme avant d'aller me coucher? Parce que si on fait juste se dire « Ouais, je vais prendre des bonnes habitudes, je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce », mais qu'on arrive dans notre lit puis que là, tout à coup, tous les stress qu'on est habitué d'évacuer, genre, arrivent, bien, on a peut-être besoin d'un petit exercice de respiration ou deux, ou peut-être que pour nous, les exercices de respiration, ça ne fonctionne pas. Donc là, peut-être qu'on fait de la lecture, ou peut-être qu'on est en mode OK, bien, ça va être les écrans, mais dans le salon, avec une seule série. La madame elle m'a dit qu'on pouvait enlever l'écoute automatique, puis ensuite, je retourne dans ma chambre. Ensuite, les interruptions, être en mode ne pas déranger, il y a le mode sommeil. Et la fameuse lumière bleue, bon, ben c'est sûr que là, encore une fois, je suis pas experte des yeux, là, on dit ophtalmologiste, je pense. Mais, donc, ils vont être critiques de regarder de la lumière dans un espace super contrasté. Donc, c'est pas bien, ça diminuerait la production de mélatonine qui favorise le sommeil. Donc, honnêtement, ça serait une bonne chose à retenir aussi pour vos deux trucs, là. Mm-hmm. Sommeil. Mettre des limites de temps pour notre bien-être. Quand je parle de la comparaison sociale, du contenu toxique, mettre des rappels de pause sur mon Instagram avant de le supprimer complètement ou sur TikTok, on peut aller fouiller dans nos réglages et activer quelque chose qui s'appelle un rappel de pause. Donc, quand on regarde des vidéos depuis 10 minutes et qu'on a perdu la notion du temps, bien là, il y a un petit pop-up qui vient nous faire prendre conscience que bon, ben ça fait 10 minutes, là, peut-être que je fais autre chose, peut-être que je continue. On limite les notifications le plus possible. C'est beau. Duolingo, vous l'apprendrez peut-être pas l'espagnol. À un moment donné, il faut laisser les petits jeux qu'on télécharge, à un moment donné, il faut les laisser aller. Et tester la déconnexion, donc vraiment pour relaxer, que ce soit quand vous avez des gros travaux à faire ou justement après une session qui a été super stressante, le temps des fêtes, avertissez votre monde autour, je ne répondrai pas à mes messages. Je dis ça avertir parce que des fois, les gens peuvent le prendre mal quand on ne leur répond plus. Donc, je vais prendre une pause. Puis ça, il y a vraiment des bienfaits pour la santé mentale. Qu'est-ce qui arrive si je me suis mis un petit rappel de pause 10 minutes, que là, on me dit « Wow, j'avais mis aussi un temps limite de 1 heure par jour sur Instagram, sur mon téléphone. » J'ai l'alerte. Je me dis « Wow, je suis tellement responsable d'avoir une alerte. » Plus 15 minutes. Pourquoi? Mais c'est parce que même si c'était super de mettre une alerte, puis même si les plateformes vont nous dire « Régule-toi toi-même » au lieu d'améliorer les mécaniques de leur plateforme, bien, si je n'ai pas d'autres activités à faire, si je ne sais pas c'est quoi mes objectifs, bien, ou si mes objectifs sont trop grands, genre faire tout mon travail de session ce soir, bien, ça se peut que j'y retourne sur mon téléphone. Donc,
d'avoir des activités alternatives. Là, j'ai mis un outil dans mon livre. OK, c'est gratuit, là. Vous pouvez le trouver en ligne, le PDF, il est là. C'est une grande liste d'activités où des fois, on est comme, me semble qu'à part ma job puis mes études, j'ai-tu des loisirs? C'est important d'avoir des loisirs. Bien dormir, loisirs. Là-dessus, tu as une grosse liste, OK? Puis là, je vous invite à tester des choses. La broderie, je sais pas, faire... qu'est-ce qui est écrit? De la poterie, d'autres choses qui finissent en « i ». Donc, vous avez plein d'activités que vous pouvez tester, voir si vous les aimez. Puis aussi, trouver des activités calmes alternatives au moment du repos, je l'ai mis. Donc, il faut tester des choses. Puis quand même, quand on le fait avec quelqu'un d'autre, ça nous encourage aussi. Parce que des fois, on est bien motivé un mardi soir, mais si on est motivé un mardi soir, puis là, d'un coup, on l'est moins, puis que notre ami, on s'est inscrite ensemble à un cours. Donc, notre prise en charge de notre santé mentale, c'est super le fun, le self-care, là, mais un petit peu plus ensemble. Faisons ça ensemble, surtout quand on est aux études. Des fois, on est connecté avec une association étudiante où on a des amis qui sont aussi aux études en même temps que nous, donc ça peut être intéressant d'avancer ces bonnes habitudes-là ensemble. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? OK, je veux juste tomber là direct. Le fait d'avoir parce que là, j'ai bientôt fini. Le fait d'avoir... Bon, on en reparlera dans les questions peut-être à la place. OK, on en reparlera dans les questions. Je veux juste peut-être une bonne manière d'utiliser le numérique, c'est de connecter avec des groupes d'appartenance. Des fois, quand on se sent impuissant devant des événements politiques qui se passent dans le monde, j'en nommerai pas. Les guerres, le fait qu'il fait 20 en novembre... d'aller connecter avec des gens en ligne, ça peut vraiment nous alimenter puis nous amener du bonheur. Puis encore une fois, quand j'étais aux études, d'être dans des groupes d'autres étudiants qui partagent, des fois, qui vivent les mêmes stress que moi, ça normalisait beaucoup comment je me sentais. Donc, on va en parler le reste tantôt dans la discussion. Fait que merci beaucoup. Merci, Emmanuelle. Merci beaucoup. Alors, la table est vraiment bien mise. Alors, avant de poursuivre, je veux simplement vous souligner que nous sommes ici avec beaucoup d'humilité. Donc, on tenait à vous le dire, qu'on n'a pas réponse à toutes les questions aujourd'hui, mais notre but, c'est vraiment de vous sensibiliser et d'ouvrir la discussion avec vous, qu'on puisse réfléchir aussi à des stratégies à mettre de l'avant pour, en ce qui nous concerne aujourd'hui, mieux gérer le numérique en fonction en rapport avec la réussite, bien sûr, étudiante. Alors, on va commencer avec nos deux étudiants et étudiantes qu'on n'a pas encore entendus. Alors, j'aimerais savoir, tous les deux, quelles sont vos premières impressions sur ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a des aspects qui vous ont surpris ou marqués dans ce qui a été dit? Qui veut commencer? Je peux peut-être me lancer, en tout cas. Ouais, il y en a tellement. Je ne saurais même pas par où commencer, là, mais ce que je retiens principalement, en fait, c'est ce qui revient beaucoup, c'est effectivement les réseaux sociaux, justement, la technologie en général, c'est un outil. C'est pas bon ou mauvais, il n'y a pas de jugement normatif en la matière en tant que tel. Il faut vraiment, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en fait. Et c'est sûr que après ça, oui, je pense que ça dépend vraiment du rapport qu'on a avec ces outils-là, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui venait me chercher davantage. Et c'est sûr que peut-être l'aspect qui n'a pas été abordé aussi, c'est peut-être, ou qui était un peu sous-entendu, là, c'est à quel moment cette exposition s'est faite à la technologie, aux réseaux sociaux. Dans mon cas, en tant qu'Y, c'est sûr que c'est pas la même réalité qu'un Z ou qu'un X. Alpha. Ou un alpha, exactement. Donc, j'ai une enfance analogique de mon côté. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va teinter mon rapport à la technologie en général et aux réseaux sociaux. Donc, pour moi, ça reste peut-être davantage un outil. Mais c'est vrai que ce qui a été mentionné, notamment durant la pandémie, je pense qu'on a tous dû réévaluer un peu notre rapport par rapport à ces outils-là. Puis, c'est là que les astuces, justement, qu'Alexandra mentionnait, je pense, sont très, très pertinents, là, parce qu'on pourrait tous, je pense, en inspirer un peu pour trouver un meilleur équilibre dans nos vies. Mais pour toi, ça demeure une utilisation encore positive. Oui, mais je l'avoue, même moi, durant la pandémie, j'ai dû, à un moment donné, désactiver mon Instagram. C'était nécessaire. Et Pauline? Moi, je retiens à quel point on se pose pas suffisamment de questions sur le numérique, autant sur les points positifs que négatifs. Moi, je suis Z, puis je travaille avec des alphas. Fait que mon entourage, en fait, je me rends compte qu'on se pose pas du tout de questions. On se fait juste dire tout le temps que c'est mauvais. Puis je trouve ça pertinent que vous ayez mentionné que l'expérience qu'on vit, c'est pas nécessairement que c'est mauvais. Puis ensuite, vous revenez en disant que oui, même si on a l'impression que c'est bon, bien, parfois, ça nous affecte
péjorativement. Donc, c'est ça. Ce que je retiens, c'est que c'est important d'engager la discussion puis d'engager le questionnement, surtout auprès des jeunes. Est-ce que vous vous sentez dépendant de votre téléphone, des écrans? On jase, là. Moi, personnellement, généralement, non. Et pour la simple et bonne raison, justement, que j'ai toujours, règle générale, lorsque je sors mon téléphone, par exemple, je pense à l'exemple le plus concret, j'ai un usage bien précis que je vais en faire. Donc, on parlait de Duolingo tout à l'heure, mais moi, le matin, dans le métro, c'est ma leçon de Duolingo le matin. C'est ça que je fais sur mon téléphone. Quelle langue? Italien. Ah, Marcello! Fait que ça fait 2 ans que je suis rendu pas pire en italien. Là. Même si j'avais pas la chance de le pratiquer trop. Mais c'est ça, j'ai vraiment un but précis en tête. Donc, lorsque je marche, mon téléphone est dans ma poche. J'écoute de la musique ou j'écoute des podcasts, mais je suis pas en train de constamment interagir avec mon téléphone à la longueur de la journée. Je pense que ça peut avoir un impact parce que je le vois, je pense qu'on le voit tous, là. Des personnes qui sont omnubilées sur leur téléphone, sont prises, sans porter de jugement. Je pense que là, il y a peut-être plus une matière à réflexion. Là. Pauline? Je pense que si on m'enlève tous mes appareils numériques demain, ma vie va très mal. Après, je peux 100% passer une soirée, même une fin de semaine, sans mes appareils numériques, mais il faut que je planifie cette fin de semaine-là. Fait que j'ai déjà prévu mon trajet pour me rendre, que j'ai avisé mes amis que je répondrai plus, que j'ai terminé mes devoirs puis je les ai envoyés parce que je peux pas les envoyer sans réseau. Puis, fait qu'il faut que je planifie, en fait, c'est ça. Vous le prévoyez. Est-ce que l'utilisation que vous en faites nuit à vos études ou est-ce qu'il y a des aspects qui sont positifs que vous trouvez par rapport à tout ce numérique? Pauline? Oui, mais je pense qu'elle nuit pas nécessairement parce que, moi, je suis en enseignement, là, donc justement, il y a plein de moments où est-ce que l'utilisation du numérique est super pertinente. Puis aussi, au niveau de mes études, mais mes cours à l'université, j'ai la majorité de mes cours qui demandent qu'on ferme nos écrans au complet parce que c'est des activités de laboratoire où on est des petits groupes, là, mais en sciences, c'est très dommage. Il y a une grande pénurie, mais on est 7 présentement dans ma cohorte. Donc, à 7, on ne sort pas notre cellulaire. On est vraiment en discussion. Mais ensuite, quand j'ai un travail à remettre, c'est sûr que moi, ça me prend beaucoup moins de temps de le taper à l'ordinateur que de le faire à la main. Donc, je pense que l'utilisation est positive à l'université parce que j'ai des petits groupes, puis je suis consciente que ma situation est comme très spécial, oui. Le contexte aide. Enrique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je te rejoins tout à fait là-dessus, honnêtement. Je trouve qu'on a tendance à focaliser beaucoup sur les aspects négatifs, mais il y a énormément d'aspects positifs aussi. Là. Moi-même, je voudrais pas retourner à l'époque où je devais prendre des notes papier parce que, d'une part, j'ai une écriture de médecin, sans avoir les qualités. Et donc, pour moi, c'est très pratique d'avoir des notes numériques, de pouvoir me relire aisément, d'avoir accès à YouTube, qui est un formidable outil pédagogique, quant à moi, quand on s'en sert bien. Là. Il y a plein d'autres aspects. On ne voudrait pas retourner en arrière. Nous non plus. Jean-François Biron, vous le mentionniez au début de votre présentation, les habitudes numériques seraient un déterminant du bien-être et de la santé au sens large. Puis pour réussir son projet d'études, bien sûr, il faut être en bonne santé mentale, en bonne santé physique. Qu'est-ce qui est le plus préoccupant, qui devient nocif en regard de cette hyperconnectivité et des effets sur la réussite étudiante? En fait, c'est quand on les utilise trop. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on parle d'habitudes numériques. Il y a des usages qui peuvent finir par vraiment devenir des dépendances. Le problème, en fait, un des problèmes, c'est que les technologies sont tellement bien faites. Puis, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a une interaction. Par exemple, le phénomène des YouTubers est émergé parce que ces plateformes-là ont été rendues disponibles, mais il y a une appropriation. Donc, c'est-à-dire que les développeurs planifient un certain nombre de choses et la population en fait parfois d'autres choses, et ce qui fait donner lieu à toutes sortes de micro-phénomènes sociaux. Mais c'est sûr que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables, parce que c'est ils ont des informations que nous, on n'a pas, ces comportements. Et donc, ils sont capables toujours d'adapter à cette évolution-là. Et les appareils, donc, deviennent de plus en plus attrayants. Et c'est comme ça qu'on en vient à passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qui est préoccupant? C'est d'une part, peut-être l'aspect du manque de régulation des mécanismes qui sont mis de l'avant par des plateformes sans que les gens sachent. Où on doit faire des efforts nous-mêmes pour désactiver certaines choses qui vont nous faire passer un peu plus de temps. Mais pour répondre à la question, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on fait, mais comme je dis, les appareils ont tendance à faire ça. Et
un élément intéressant, c'est que, par exemple, les gens qui décident de faire un défi déconnexion, par exemple, il y en a de plus en plus. Oui. Puis d'ailleurs, maintenant, les gens font des résolutions pour leur alimentation, pour leur activité physique, mais maintenant, il y a des gens qui le font pour leur temps d'écran, là, pour leurs habitudes numériques. Fait que les gens sont quand même conscients de ça, mais les gens qui font ces défis-là, la chose la plus importante de leur réflexion, c'est le fait qu'ils les utilisent par automatisme. Mm-hmm. On régule nos émotions en allant là-dessus. Mais ça devient automatique que tu le prends, puis on le voit très bien. Et donc, c'est pour ça que c'est important de sortir des fois de ses habitudes. Puis quand on fait un voyage où on s'en va dans le bois pendant deux jours, pendant une semaine, si c'est dans mieux, on revient. Souvent, ils sont cassés. Donc, c'est de saisir ces moments-là où on prend conscience de ses habitudes. Mais ce qui est préoccupant, c'est vraiment les plateformes qui monitorent les comportements et les adaptent, et évidemment, l'utilisation qui devient intensive et là, qui va nuire à la réussite scolaire. Voilà. Et parfait, merci. Emmanuel, comme Marcello, là, dans votre livre, vous dites dans votre livre que nous sommes devenus les produits de ces plateformes. Qu'est-ce qu'on ignore des médias sociaux puis qu'il faudrait absolument savoir en lien avec la réussite étudiante? Si tu avais à nommer un seul effet délétère là, des médias sociaux sur la réussite étudiante, qu'est-ce que ce serait? Boy, le top 1 sur la réussite étudiante. Bien, je vais revenir un peu à la distraction puis à l'automatisme. Puis aussi, le fait que je trouve que les étudiants, des fois, ils se culpabilisent beaucoup. Tu sais, je pense qu'il faut le dire que les plateformes sont excellentes et travaillent avec justement des experts du cerveau, des experts de la conception, de l'informatique, de l'analyse de données pour nous servir quelque chose le plus attirant possible. Tu sais, ce n'est pas que de notre propre volonté, mais souvent, ce que j'entends chez les étudiants, c'est ben c'est moi, là, il faudrait juste que je... Tu sais, on se culpabilise beaucoup, voire on a honte, des fois, de notre temps d'écran, parce qu'on dit, il fallait que je fasse mes travaux, puis j'ai pris mes réseaux sociaux, là, je vis les conséquences de mes actes. Donc, tu sais, soyez comme bienveillants avec vous-même aussi, là, d'être tolérant. Donc, le fait d'être sévère à l'égard de soi-même aussi, je pense pas que ça l'aide. Le fait, quand tu essaies de travailler, tu sais, peut-être tu vas vers ton téléphone parce que c'est vraiment difficile qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est attrayant aussi. C'est attrayant. Eux, ils sont bons pour nous garder dans cet esprit de confort puis nous permettre une petite pause. Donc, juste ça, d'être bienveillant vers soi-même, d'essayer des petits trucs, de le mettre dans une autre pièce. Ça marche un soir, ça marche pas le lendemain. D'appeler ses amis, d'aller chercher de l'aide auprès de nos enseignants, d'aller chercher de l'aide dans la bibliothèque. C'est ça. Il y a une co-responsabilité. Oui. Et comme tu le mentionnes, les entreprises savent ce qu'elles font et elles le font pour capter notre attention. Donc, c'est intéressant de savoir ça, de comprendre qu'effectivement, de déculpabiliser aussi, parce qu'en effet, on est beaucoup dans la culpabilité. Marcello, dans votre présentation et dans votre livre, vous mettez aussi en garde contre, évidemment, toute cette uniformité et cette seule et unique façon de voir et de faire les choses. Donc, vous parlez aussi de l'importance de prendre du recul, de bidouiller, de penser, de philosopher pour développer son esprit critique, qui est très important d'ailleurs à l'université. Alors, c'est pour ça, j'imagine, qu'il faut sortir aussi de cette uniformité-là. Oui, et je dirais que c'est une uniformité qui ne dépend pas du numérique, c'est-à-dire des technologies. Comme le montrait très bien Emmanuel, en fait, l'uniformité ici est donnée par un objectif qui est le même pour toutes ces plateformes, c'est de faire de l'argent. Ouais. Mais ça, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a dans les espaces numériques des environnements, des technologies, des applications, des sites qui ne sont pas là pour faire de l'argent. Netflix est là pour faire de l'argent. Facebook est là pour faire de l'argent. Je veux dire, qu'on aime ou pas le capitalisme, mais c'est une donnée, une entreprise sans mission est faire de l'argent. Microsoft, son but est faire de l'argent. L'université, peut-être pas. Mais du coup, est-ce que utiliser Microsoft Word et Teams à l'université est compatible avec nos valeurs? Alors, Wikipédia, on en a très mal parlé à une époque, on disait aux jeunes qu'il ne fallait pas. Hein, donc, je suis parfaitement d'accord avec toi, j'aime beaucoup cette idée, il ne faut pas culpabiliser les gens. Et ça a été souvent la stratégie, il ne faut pas utiliser ça. Mais Wikipédia, c'est un espace libre. Wikipédia, c'est justement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'enjeu de faire de l'argent, n'est pas l'impératif premier. Bon, vous pourriez me dire, mais il faut quand même un modèle économique pour qu'il puisse survivre. Oui, mais ce n'est pas sa mission. Moi, ma mission de prof, ce n'est pas faire de l'argent. J'ai un salaire, puis il ne dépend pas, mon salaire, de ma performance. Ou, bon,
quoique un peu, mais pas tant que ça. Hein. Ils vont pas me virer facilement. Non, mais donc, je pense que nous devons, au niveau social, questionner le fait que l'objectif de produire et de faire de l'argent puisse être ou doivent être les seuls possibles. Et ça, c'est aussi une manière pour évaluer, à mon avis, certaines plateformes. Il y a des réseaux sociaux qui ne sont pas des propriétés d'entreprises. Mastodon, par exemple, est un réseau social distribué qui ressemble un peu à Twitter, hein, mais il n'y a pas derrière une entreprise. Du coup, forcément, pour eux, capter notre attention n'est pas un enjeu. Donc, peut-être, ils auront pensé leur plateforme de façon différente parce que leur objectif est différent. En même temps, il faut comprendre, c'est lesquels leur objectif. Peut-être ça ne correspond pas avec les miens dans ces moments. Donc oui, je crois que le problème principal est cette homogénéisation que les technologies peut-être exacerbent parce qu'elles ont beaucoup d'impact, hein, mais qui n'est pas une fatalité technologique. Donc dans les stratégies qu'Emmanuel proposait, je pense qu'il y en a plusieurs d'ailleurs qui servent à essayer de détourner cet objectif unique. Hein. Par exemple, une pluralité de vues, de voir les choses, une autre façon de voir les choses, pas une seule et une même unique façon. Tout à fait. Et Enrique et Pauline, qu'est-ce que vous pensez justement de cet uniformisme, de toute cette unicité? Comment ça peut affecter votre réussite étudiante? Pauline, tu voulais y aller? Vas-y. OK. Moi, je trouve que c'est inquiétant. D'autant plus que c'est un uniformisme qui correspond, je pense, à personne, parce qu'il n'y a personne qui ressemble réellement à ce qui est présenté par les GAFAM. Donc, je pense que c'est impossible de se sentir pleinement reconnu dans ce modèle-là. C'est sûr que ça va créer de l'anxiété, ça va créer comme une baisse de confiance en soi. Puis, en plus de ça, ça limite, je trouve, notre créativité. Parce qu'on a l'impression que pour bien réussir, ce qui est à la mode pour l'instant, c'est de faire ça. Puis des fois, on essaye plus de se coller à ce que le monde fait plutôt que d'être créatif. Puis la créativité, je trouve que c'est très important. Enrique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est sûr. Je pense qu'un des défis, en fait, c'est qu'on n'a pas nécessairement aussi cette littératie par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la technologie, justement. En tout cas, pas tout le monde. Non. Souvent, on est vraiment dans une dynamique de consommation. On reçoit justement le bien tel qu'il est. Marcelo l'avait mentionné. Ces réseaux sociaux-là, ces technologies sont porteurs de valeurs. Puis ces valeurs-là ne sont peut-être pas les nôtres, en fait. Non. Et donc, je pense qu'on aurait simplement intérêt, des fois, à se questionner un peu plus, à savoir, OK, mais c'est quoi le but de ces réseaux-là, de cet outil-là, justement? Puis est-ce que ça me correspond? Est-ce que je dois m'imposer des balises, justement, par rapport à ça? Est-ce que je dois demander de l'aide, potentiellement? Parce que, justement, un peu l'éléphant dans la pièce, dans tout ça, c'est... Depuis la pandémie, notamment, on réalise à quel point, justement, il y a tellement de personnes qui vivent de l'isolement, en fait. Oui, l'isolement, oui. Et que souvent, le plus simple, ça va être, je me tourne vers les médias sociaux, vers ces outils-là que j'ai, justement, qui me donnent un certain confort, un certain niveau de dopamine, en fait, une gratification instantanée, mais qui ne règle pas ces problèmes fondamentaux que la personne peut avoir, en fait. Merci. Marcello, il y a aussi l'enjeu de la qualité, de la justesse de l'information. Il faut développer son esprit critique, être capable de déceler ce qui est vrai du faux. En quoi la désinformation affecte la réussite étudiante? On parle d'infox pour intox, d'ailleurs. Oui, la réussite étudiante, évidemment, mais aussi nos vies à tous. À nos vies à tous. Justement, là, on a un président, 2 fois président américain, qui a fondé ses élections sur la désinformation. Et en fait, encore une fois, la désinformation dépend d'une multiplication des contenus. Hein. Il y en a de plus en plus. Là, les large language models vont contribuer encore plus à la production d'informations. Donc, il me semble que des contenus de qualité, je veux dire des contenus faux ou dont on ne peut pas vérifier la qualité, etc., évidemment, sont à la base d'une société qui n'a plus de maîtrise de la propre connaissance, du savoir. Je pense qu'encore une fois, la littératie numérique peut aider beaucoup, c'est-à-dire le fait de comprendre quels sont les enjeux, justement, comprendre pourquoi Google me met un contenu en premier quand je fais une recherche, c'est quoi les critères, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais les plus pertinents par rapport à quoi. La même chose, Facebook.
pourquoi Facebook me pousse ce contenu-là plutôt qu'un autre? Il y a des dynamiques derrière qu'on peut essayer de comprendre et qui peuvent aussi m'aider à comprendre, à évaluer la qualité ou pas d'une information. Pourquoi, justement, ChatGPT me répond une chose plutôt qu'une autre? Si je comprends comment fonctionnent au moins les principes fondamentaux qui sont derrière l'application, je peux comprendre que, par exemple, le fait qu'une information donnée par ChatGPT soit juste est juste une question de probabilité. Donc, c'est vraiment comme si je lançais un dé et je dis est-ce que ça c'est vrai ou pas? Je lance un dé. Et du coup, ça ne peut pas être une information de qualité. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment travailler surtout aux méthodologies et aux compétences critiques qui me permettent de comprendre pourquoi une information est produite d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Ça vaut pour le numérique et pour l'explosion de textes et des contenus qui les caractérisent, mais ça vaut aussi avant le numérique. C'est-à-dire que la désinformation existe depuis les débuts des temps, et en fait, notre tâche devrait être celle de donner les moyens de distinguer où une information se situe. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment inondé d'informations et très rapidement, comme le mentionnait Jean-François. Au fond, ce que vous nous dites, c'est aussi d'arriver à bien comprendre les environnements numériques, comment ils fonctionnent, pourquoi on nous donne cette information-là, comment ça fonctionne par en arrière. Jean-François Biron et Emmanuel Parent, je voudrais parler d'une enquête qui a été menée par la FECUM avant la pandémie sur la santé mentale des étudiantes et étudiants universitaires, sondage auquel quand même 10 200 personnes ont répondu. Et le sentiment de solitude, Sonia Lupien le rapporte dans son dernier livre d'ailleurs, est la seule variable qui est systématiquement associée à la dépression, la détresse psychologique et aux idées suicidaires chez l'ensemble du corps étudiant sondé. Donc, les études indiquent que les étudiants et étudiantes iraient sur leur cellulaire quand ils se sentent seuls ou quand ils s'ennuient. Alors, ils se sentent seuls parce que leur entourage n'est pas sécurisant. Sonia Lupien l'appelle même le cellulaire doudou. Alors, que dit la recherche? Est-ce qu'on va sur le cellulaire aussi parce qu'on se sent seul, mais quand on est sur nos écrans, est-ce qu'on ne développe pas aussi un sentiment de solitude? Est-ce qu'on ne devient pas aussi davantage seul? Oui, Jean-François. Bien, en fait, il y a des études qui ont été faites là-dessus, longitudinales, complémentaires. Celle-là, je ne la connais pas nécessairement. Là. On ne connaît pas tout, malheureusement. Mais en fait, ce que ça montre, puis c'est quelque chose, c'est drôle, parce que moi, je présentais cette hypothèse-là avant même qu'elle soit démontrée, là, parce que c'était assez intuitif, en fait. C'est que quand quelqu'un a déjà une vulnérabilité, puis je fais juste un petit point pour dire que, dans le fond, ce qui peut arriver, c'est qu'on pense que c'est la gratification, c'est le plaisir qui nous amène à utiliser les médias sociaux, les différentes applications, alors que c'est pas vraiment ça. On peut y aller par inconfort, on peut y aller par frustration. Des fois, la colère va nous faire jouer plusieurs parties, alors que donc, les algorithmes, eux, ils font pas la différence. Ils sont capables de saisir qu'est-ce qui trigger la chose. Après ça, il y a différents leviers qui peuvent être utilisés. Ce n'est pas toujours le plaisir et la gratification ne vient pas toujours... Elle n'est pas toujours positive. Fait que je fais le lien avec l'étude. En fait, ce que ça montre, en fait, c'est que il y a des gens, il y a un lien de causalité qui est démontré maintenant entre la présence d'anxiété et le fait que les médias sociaux vont exacerber cette anxiété-là. Et donc, elle peut la causer, mais c'est plutôt une relation circulaire où on va saisir quelqu'un qui a déjà une vulnérabilité, puis on va l'entraîner un petit peu plus loin. Puis c'est là que les algorithmes et tout ça vont jouer ce rôle-là de creuser davantage cette vulnérabilité-là, parce que c'est ce qui fait que la personne consulte. Fait que moi, ce serait la piste que j'aimerais amener. Voilà. Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sentiment de solitude? Oui, sur le sentiment de solitude qui est... Tu sais, les jeunes, on parle de solitude, que c'est pas le fait d'être entouré ou pas, d'être avec des personnes ou pas, mais c'est plus le sentiment. Tu sais, je pourrais être en ce moment dire, je suis entourée de gens, mais je me sens très seule. Tu sais, je sais pas, mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est de sentir que nos relations sont pas suffisantes, sont pas adéquates, qu'on se sent pas écouté, que si on a besoin d'aide, peut-être qu'on va être jugé, etc. Donc, c'est plus complexe que juste avoir des amis, pas d'amis. Puis le numérique peut... C'est là que c'est complexe puis que j'ai pas la réponse, mais disons que je vais poser différentes tuiles que le numérique peut nous aider à aller voir des groupes d'aide, à avoir des événements qui sont autour de chez nous, d'avoir des groupes, tu sais, moi je suis dans des groupes féministes, disons sur
Facebook et tout. Puis là, les gens vont s'entraider, vont s'offrir une écoute active. Donc, il y a des lieux à trouver qui ne seront pas poussés nécessairement par les algorithmes, mais qui vont nous aider à connecter avec une communauté à l'extérieur du numérique. Donc, je vais justement suivre les événements de la faculté, puis là, ça va m'amener à sortir de chez moi. Chez les communautés de gamers aussi, il y a des jeunes qui vont nous dire, bien, en ce moment, ça va pas très bien. Donc, avant de se mettre, on game à peu près tous les soirs ensemble. On a une guilde, on a une équipe et tout. Bien, avant de commencer à jouer, on va parler de nos sentiments, etc. Alors que normalement, on ne se serait pas appelé, là. On n'aurait pas on serait pas vu en face à face nécessairement. Donc là, ça crée des opportunités aussi pour se sentir soutenu. Mais le mot à retenir, je pense, c'est qu'on ne remplace pas le contact en face à face. Il est complémentaire. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les réseaux sociaux ne fassent pas obstacle à faire l'effort supplémentaire pour aller rejoindre les gens dans un bar, à un party de session, à quelque chose, peut-être que c'est tout le temps dans un bar, mais que ce soit, ça peut être aussi à l'université, mais tu sais, passer par-dessus votre gêne, là, tu sais, moi, ça serait vraiment ça mon conseil. Là, Mais est-ce que ces populations étudiantes ont des défis, justement, sur le plan relationnel? Ils communiquent beaucoup par texto, par Messenger, puis tout ça. Puis quand arrive le temps d'être face à face, hein, c'est ce qu'on constate. Ils viennent à l'université, ils arrivent en classe, ils connaissent personne, ils vont sur leur cellulaire. À la pause, ils vont sur leur téléphone, puis à la fin, ils s'en vont. Et ils arrivent, ils ont du mal à créer des contacts. Donc, je vous demande vraiment, est-ce qu'il y a un enjeu au point de vue, au point de vue relationnel? Est-ce que le numérique défavorise, au fond, les contacts réels avec les autres? Bien oui, si ça devient comme il va y avoir le nouveau mot, le technoférence, la technologie et interférence, on entend ça. Là, donc, on pointait, je pense que là. En tout cas, bref. Donc, que c'est négatif pour la qualité des relations. Ça, on le voit autant dans les familles aussi. Les enfants, ils nous en parlent par rapport à leurs parents qui utilisent leur téléphone. Donc, c'est sûr que ça peut être un obstacle. Moi, j'invite encore les gens à se parler en face à face, à mettre le téléphone de côté. Et aussi pour les travaux d'équipe, parce qu'à l'université, on en a des travaux d'équipe. C'est pas parce qu'on est accessible par téléphone qu'on est disponible. Donc, des fois, on se communique pour un travail d'équipe sur Messenger, des choses comme ça. Donc, moi, je vous invite, avant de faire un travail, de vous dire en combien de temps est-ce que tu t'attends à avoir une réponse ou d'avertir. Parce que ça aussi, ça peut créer du stress des fois. Puis en tant que chargé de cours, on se le fait dire, ben voici les screenshots, la personne a vu et elle n'a pas répondu. Puis là, je suis comme, non, mais enfin, pourquoi je vois tout ça? Donc, cet aspect-là. Voilà. Écoute, il nous reste tellement pas beaucoup de temps, puis je vais te demander d'autres questions, mais dites-moi, Marcello et Emmanuel, comment vous le gérez en classe? Comment vous gérez le numérique, le téléphone et tout ça en classe avec vos étudiants et étudiantes? Pour moi, le numérique est toujours, justement, les numériques sont très présents et j'invite toujours à des utilisations. Ce que j'essaye de faire, c'est de donner lieu à des utilisations critiques et bricoleuses. Donc, essayer de faire autre chose, essayer de détourner les outils, essayer d'en comprendre le fonctionnement. Je donne très souvent des rendus sur Wikipédia, justement. Je demande aux étudiantes et aux étudiants de travailler sur Wikipédia et l'évaluation s'est fait sur la base de la participation sur Wikipédia. J'ai fait des ateliers d'écriture sur Facebook pour créer des faux profils dans le temps. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que je trouve que la plateforme est devenue vraiment imbuvable, mais je le faisais avant. Voilà, je pense que bricolage et essayer d'ouvrir la boîte, démonter. Je pense qu'il faudrait faire démonter les ordis. Il faudrait commencer par ça, démonter, ouvrir, jouer, casser. Emmanuel. Mais moi, on casse rien. Je crois que j'aime l'idée. Mais c'est aussi de prendre, je pense, puis on l'entend beaucoup, de valoriser le temps qu'on a en face à face. Là, je pense que les manières d'enseigner, avant, peut-être ça fonctionnait quand on n'avait pas de téléphone dans les poches, puis les réseaux sociaux, puis la game, durant l'euro, là, c'est tous les bureaux. En tout cas, bref, tu sais, d'avoir une distraction proche, mais je trouve qu'en tant que chargé de cours, on a une responsabilité d'évoluer dans nos manières d'enseigner. Puis une des choses que je fais souvent, c'est que nous, on sort de l'université. J'enseigne à l'université de Sherbrooke, donc on est allé à l'hôtel de ville pour rencontrer, mettons, la mairesse. On s'est déplacé pour aller voir Internet, justement. Il y a des serveurs là-bas, donc tout un truc. Donc, on se déplace in situ. Tu sais, organiser des sorties, je sais que ça demande plus d'organisation, mais en tout cas, de mon côté, la rétroaction que j'ai des étudiants, c'est que c'est très apprécié. C'est très positif. Faire vivre de l'expérientiel. Exact. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, Pauline et Enrique, à l'université et qui ferait en sorte que vous laisseriez votre écran? Qu'est-ce qui viendrait vous faire vibrer à ce point?
Ben moi, je reviens toujours à la plus-value du contact social en personne. Je pense que c'est pas... on l'a déjà évoqué, là, mais la technologie, c'est génial quand on s'en sert bien, mais ça ne remplace pas ce contact humain. Puis oui, des fois, ça demande beaucoup plus d'efforts, de planification, mais ça donne une plus-value, justement, à tout ce qu'on fait, en fait. Le relationnel. Le relationnel, tout à fait. En réel. Et Pauline, est-ce que tu peux ajouter quelque chose? C'est le rire et l'humour qu'on peut avoir en groupe, mais qu'on n'a pas nécessairement via le numérique. Ressentir ce que les autres ressentent aussi. J'aurais voulu parler de la lecture. Il y a une autre victime des écrans, c'est la lecture. Je n'aurais pas le temps d'en parler, mais je vous invite à cet égard à lire les livres de Michel Desmurget, qui est un PhD en neurosciences, un docteur en neurosciences en France. Alors, plus on passe de temps sur les écrans, moins on lit. Et la lecture a énormément d'effets bénéfiques sur le cerveau. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais là, je vais terminer rapidement. J'aimerais vous demander quel serait le message le plus important que vous souhaiteriez transmettre, un, aux personnes étudiantes qui sont ici aujourd'hui, et deux, à toutes les personnes qui travaillent auprès des étudiants, qui interviennent auprès des étudiants et étudiantes. Je voudrais commencer avec vous. Quel est le message que vous aimeriez transmettre le plus important par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, par rapport à tout le numérique et votre réussite étudiante? Regardez-vous. Prenez le temps de vous regarder, d'avoir un regard. Ouais, un regard critique. Non, de se regarder entre nous. Ah oui, OK, d'accord, parfait. Ouais, j'abonde un peu dans le même sens que Pauline. Je pense que c'est une question de se réapproprier son espace, sa personne, ses rapports interpersonnels, justement, puis de faire en sorte que tout le reste, c'est un outil. Et donc, c'est pas l'essentiel, en fait. Tout ne se passe pas là. Exactement. Emmanuelle? Pour les personnes étudiantes, ça serait de vous poser des questions sur votre utilisation pour essayer de trouver l'équilibre puis de ne pas trop être sévère à votre propre égard. Si vous trouvez que des fois vous débordez, je pense que qu'on soit jeune, ado, enfant, adulte, notre équilibre, notre autonomie est toujours à réajuster. Puis le numérique, il joue un rôle dans notre vie. Puis pour les personnes qui sont enseignantes, les personnes qui travaillent avec les jeunes, ça serait de vraiment mettre les jugements de côté, je crois. Je sais que dans mon département, j'entends des frustrations à l'égard que les jeunes sont sur les réseaux sociaux, durant les cours, etc. Mais au lieu de critiquer les autres, on se demande qu'est-ce que nous, on peut faire dans la position de pouvoir qu'on a, là, debout sur le stage, devant les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à leur rencontre. Et les comprendre ce qu'ils font également. Jean-François, rapidement. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment un message après tout ce qu'on vient d'entendre. Là, c'est donc beau, là, quand même. Mon message, ce serait, lâchez pas. Mais sinon... On lâchera pas. Mais sinon, ce serait peut-être juste d'y aller avec des objectifs qui sont atteignables. Puis sinon, quand on s'adresse à d'autres personnes, parce que de demander, forcément, quand on demande à quelqu'un de respecter les normes que personne essentiellement respecte, on les met devant une situation d'échec. Et donc, c'est pour ça que nous, en santé publique, moi, j'ai mis de l'avant l'utilisation intensive pour dire, écoutez, vous êtes capable de diminuer en bas de 4 heures. Donc, déjà, en partant, c'est atteignable. Voir les progrès. Si on vous demande d'en faire moins d'1 heure ou 2 heures, c'est comme les mécanismes de défense vont s'activer. Et donc, le message va carrément passer sur le... Il faut voir d'où on part. Absolument, voilà. Donc, lâchez pas. Lâchez pas. Marcello. Perdez du temps. Je pense que c'est ça la mission de l'université, c'est de perdre du temps. Ce n'est pas d'être full product. Ne cédez pas à l'impératif fonctionnel, mais perdez du temps de façon militante, vraiment en y croyant. Parce que c'est pas la perte du temps, justement, de je sais pas quoi faire, du coup je scrolle. C'est la perte du temps militant. Le mot école, en français, vient du grec skolé, qui signifie oisivité. En grec, le mot oisivité, donc skolé, est le mot positif. Et avec un alpha privatif, ça donne askolia, qui est activité. La performance, c'est le négatif de l'oisivité. La partie positive, c'est l'oisivité. Nous sommes des oisifs militants. Être dans l'inutilité, et donc ça nous prend un bug, Marcello. Hein? Ça nous prend un bug. Les bugs, c'est la beauté du bug. Le bug, il casse tout, il bloque, il nous oblige à l'oisiveté. Ah oui, à prendre du recul. Merci énormément à tous nos 5 invités. Vraiment, ce fut passionnant. Avant de donner la parole à Mme Lefrançois pour clore cette belle conférence, j'aimerais vous présenter très, très, très rapidement, je ne vais pas les lire, les diapos qui vont suivre. Est-ce que vous pouvez les faire défiler, les 3 prochaines? J'arrive. Oui, voyons, c'est vrai, tout à fait. Excusez-moi. Merci à ma directrice. On est rendu aux questions du public.
Ça va être après que on va clore la conférence. Excusez-moi. Donc là, il y a 2 micros dans la salle. Merci, Hélène. C'était très pertinent comme remarque. Alors, si vous avez des questions, allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'on a encore des gens en ligne? Est-ce que ça fonctionne, Internet? Oui, s'il te plaît. Allons-y. Bon. On a une première question. Justine. Oui, bonjour tout le monde. Je vous écoutais d'une oreille là, pendant que je travaillais sur les aspects techniques de cette conférence. Donc, vous me corrigerez si jamais vous en avez parlé puis j'écoutais pas finalement, que j'étais distraite par mes écrans. La question que je me pose, en fait, c'est que je vous écoute puis c'est merveilleux. Il y a beaucoup de manières de s'autoréguler. Il y a beaucoup d'aspects qui reposent sur notre prise de conscience de l'usage qu'on fait des technologies, des médias sociaux, des écrans. Mais à vous entendre, il y a tellement d'aspects aussi qui sont négatifs pour une grande partie de la population. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore de loi? Est-ce qu'on devrait s'attendre bientôt à avoir des lois qui permettent d'encadrer ces usages-là? On a des enfants qui ont des difficultés de comportement, des enfants qui ont des difficultés de lecture, mais des adultes aussi. Est-ce qu'on n'en est pas rendu à un point où ça repose plus juste sur les individus? Puis ça repose peut-être sur des lois ou des règles, des aspects légaux qui devraient finalement nous aider à nous autoréguler? Merci. Qui veut répondre? Oui, Pauline. J'aurais envie de dire que ça commence parce qu'en tout cas, dans le milieu secondaire, les cellulaires sont interdits depuis décembre passé. Ça fait une grosse différence pour les enseignants. Mais après, il y a peut-être beaucoup d'autres lois à mettre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Bien, il y a une commission spéciale sur les écrans en ce moment. Et puis, oui. Dans le fond, c'est tout le temps de regarder moi, j'avais présenté ça, les 3 déterminants. Donc, c'est clair qu'il y a une partie où on donne des conseils, là, où les gens peuvent peut-être, je dirais, purifier leur environnement numérique en partie eux-mêmes. Mais il y a une partie qui, effectivement, vient d'une nécessaire régulation. Donc, oui, effectivement, ça ne peut pas être juste une question d'individus. Mais il y a des environnements, des fois, dans les services de garde, dans les écoles. Les environnements, c'est aussi de rendre disponibles des alternatives. On le voit quand même que les problèmes sont plus élevés dans les lieux où on parle de défavorisation en santé publique, mais des environnements qui sont moins favorables. Et quand on donne des parcs, des jeux d'eau aux enfants, bien, ils vont les investir et ça, c'est du temps. Parce qu'on ne peut pas juste dire « arrête d'utiliser ton écran », il faut offrir des alternatives. Là, tu ne peux pas juste « arrête, tu perds ton temps ». Mais oui, effectivement, les environnements bâtis et les environnements de régulation sont effectivement à prendre en compte. Oui. Mais c'est un enjeu de santé publique. Oui, tout à fait. Oui. Encore une fois, dans le livre d'Emmanuel Parent, il y a toutes sortes d'activités, même pour nous, adultes, auxquelles on ne pense pas vraiment. On peut faire autre chose qu'être sur son écran. Oui, madame. Bonjour, merci. Stéphanie Barker du CEPSUM et les Carabins. Nous sommes en train de terminer au CEPSUM notre planification stratégique pour les 10 prochaines années. Puis, on a décidé de traiter l'appartenance comme une valeur. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, l'expérience universitaire, l'expérience étudiante a changé énormément. Et avec une installation comme le CEPSUM, on se trouve justement à soulever les questions de participation, de relations interpersonnelles, mais aussi de rayonnement, puis de participation plus large, même quand on n'est pas physiquement au CEPSUM. Par exemple, quand on regarde les Carabins à distance, on est partisans, on n'est pas moins bleu parce qu'on habite Chicoutimi. Là. Mais j'ai envie justement de vous poser la question, comment est-ce qu'on peut concevoir l'appartenance à cette expérience universitaire-là si l'activité physique, si cette proximité-là physique, elle n'est pas toujours... elle n'est pas toujours disponible. Elle n'est pas toujours là. Est-ce que ça fait une expérience universitaire moins intéressante? Est-ce que, au contraire, une organisation comme le CEPSUM doit prendre une profondeur plus grande, une racine plus profonde, justement pour offrir l'alternative? Est-ce qu'on a raison de travailler l'appartenance comme une valeur chez nous? Ben, moi, je peux y aller. Je vais y aller après. Oui, ben tu sais, il y a un besoin. Ce qu'on voit aussi, c'est souvent que les jeunes vont aller vers le numérique pour combler un besoin, mettons, de dépassement de soi, tu sais, si tu joues aux jeux vidéo, etc. Mais le besoin d'appartenance, le besoin social, il est principal, il est vraiment là. Je pense qu'il y a un défi, pour toutes les... Tu sais, même que ce soit pour les milieux de vie, là, tu sais, même pour les bibliothèques municipales, etc. Tu sais, on me demande souvent, tu sais, tu connais bien les jeunes, comment ils utilisent le numérique, comment on fait pour les mobiliser. Puis je crois qu'il y a quand même peut-être une petite pause de réaliser que, aujourd'hui, puis avec la pandémie, on a développé beaucoup d'habitudes de loisirs à la maison qu'on a appréciées, qu'on aime, puis il y a beaucoup de manières dont on peut se distraire et connecter avec les autres chez soi. Donc, dans ce qu'on propose, c'est peut-être plus
peut-être qu'il faut proposer pas nécessairement plus, mais différemment, ou en tout cas en étant super attrayant, parce qu'en effet, après, pour que je me mette en place de quand j'avais, mettons, 21 ans, puis là, j'étais à l'université, puis qu'est-ce qui va me faire sortir pour aller rejoindre des gens? Bien, il faut que ça soit vraiment... Attrayant. Attrayant, c'est ça. Quelque chose. Oui, j'aurais c'est ça. peut-être un élément complémentaire, c'est que maintenant, on le fait moins, mais longtemps, on faisait une rupture entre le monde virtuel et le monde charnel, le monde. Alors qu'en réalité, c'est plus vraiment comme ça que ça se passe. Donc, moi, j'aimerais juste ça dans la réflexion de dire, bien, c'est plutôt réfléchir à une complémentarité de ces initiatives-là plutôt que l'opposition. Est-ce que c'est la bonne affaire? C'est de plutôt réfléchir à bien le faire. Voilà. On aura donc cette ambition-là. Merci. Je voudrais ajouter que le sentiment d'appartenance a vraiment un effet. C'est documenté par la recherche. Là, je parle au groupe classe. Le sentiment d'appartenance au groupe classe, au département, à la faculté, à l'université même, c'est vraiment un enjeu pour les jeunes, les étudiants, de créer ce sentiment d'appartenance. Et on peut le créer pas juste une seule fois par des activités brise-glace lors de la première séance de cours, mais à différents moments. Et comme on remarque qu'ils communiquent plus par texto, comme je l'ai mentionné tantôt, que les relations sont moins... ils vont moins y aller oralement facilement vers les autres. C'est d'encadrer bien comme il faut ces activités brise-glace, les encadrer, puis parler d'autres choses que de l'école pour créer votre ambiance de classe, justement, créer cette ambiance pour leur donner envie de revenir. Enrique, tu me parlais l'autre fois quand on s'est rencontrés à la FEP, notamment, c'est des étudiants, des étudiantes qui travaillent. Hein? On en a beaucoup aussi à l'université, outre à la FEP, là, qui travaillent. C'est rendu une réalité dont on doit tenir compte. Donc, ils sont ailleurs. Donc, si on ne les accroche pas dès le début, ce sentiment d'appartenance, il est très important. Puis c'est ce que tu me disais, hein, Enrique? Et oui, et tu m'ouvres la porte, fait que je veux bien en parler un peu. Je pense que l'appartenance, ça passe avant tout par des expériences partagées communes. Et ces expériences-là peuvent être en présentiel, c'est classique, mais elles peuvent être en ligne aussi. Donc, c'est vraiment de changer un peu le paradigme, de dire, OK, on veut créer une communauté, mais comment est-ce qu'elle s'incarne, cette communauté-là? Est-ce qu'elle est juste en personne, juste ceux qui se donnent la peine de venir sur le campus, ou est-ce qu'elle est plus large, en fait? Et je pense que là, on a une réflexion intéressante à mener. On l'amène actuellement avec notre propre population étudiante, je ne vous cacherai pas, qui est très à distance. Oui. On cherche des façons de reconnecter avec elle, mais c'est pas juste de dire, OK, on fait un 5 à 7, on les voit une fois par année, puis après ça, on les laisse aller. Il y a tous ces autres mois. Et oui, en effet, tout à fait. Merci, en tout cas, de votre question. Madame, on vous écoute. Bonjour. Alors, je vous amène complètement ailleurs, mais moi, ce que je pense, c'est justement pour nos jeunes adultes, on a beaucoup parlé de questionner, de l'esprit critique, d'essayer justement d'aller chercher c'est quoi l'objectif derrière les applications. Alors, je me demande, est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on a, je ne sais pas, le ciel, s'il y en a, mais est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on a des ressources que nos jeunes peuvent aller consulter pour leur dire tel algorithme? Qu'est-ce qui va faire, tu sais, l'entonnoir qui va créer? Comment je peux sortir de ces algorithmes-là? Comment je peux justement questionner? Quelles questions je devrais me poser? Parce qu'on voit, c'est le danger, mais nos élèves les plus vulnérables, souvent, vont se ramasser dans cet entonnoir-là et ils ont de la difficulté à s'en sortir. J'ai des élèves même qui étaient dans des entonnoirs de mutilation par rapport à la beauté, par rapport à des extrêmes, là, c'est sûr, là, je parle peut-être d'un petit pourcentage, mais justement, quelles sont les ressources que nos jeunes peuvent aller consulter pour apprendre à se poser les bonnes questions et à justement démystifier un petit peu tous ces algorithmes-là qui sont imposés et qui sont facilement, tombent dans un entonnoir de plus en plus serré. Alors, c'est ça. Au niveau pratico-pratique, quelles sont les ressources? Je vais commencer peut-être avec une réponse très pessimiste, comme ça, après, il y aura d'autres plus optimistes que moi. Moi, je suis vraiment plutôt pessimiste sur ça, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. La littératie numérique est quelque chose sur quoi on investit très peu au niveau des sociétés. Ça me permet aussi de répondre à la question sur la réglementation. À mon avis, la réglementation, on ne peut pas espérer grand-chose parce que les États sont complètement alignés sur les intérêts des GAFAM, c'est-à-dire que les États partagent fondamentalement la volonté productiviste. Nous sommes dans des États capitalistes. Et en fait, cette opacisation, on achète un ordinateur aujourd'hui, il n'est pas possible de mettre les mains dedans. Tout est propriétaire. Le code est fermé. Et nous, en tant qu'acheteurs, on n'a pas le moyen de dire je vais acheter un truc qui ne m'appartient pas. Donc,
c'est opaque, c'est pas visible, c'est souvent couvert avec des idées comme les copyrights, justement les brevets, donc c'est caché, les secrets industriels, donc on ne sait rien. Il n'y a personne qui fasse quoi que ce soit. Ça devient de plus en plus complexe. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir ni dans les États. Et je ne pense pas que le poids doive retomber sur les individus. Hein. Pauvre le pays qui a besoin des héros, disait Brecht. Donc, j'ai juste un espoir, c'est les bugs, justement. C'est que ça casse. Hein. Puisque ça casse, mais ça casse souvent. Hein. Et quand ça casse, c'est là que la littératie... Je pense que peut-être les seuls outils que je conseillerais aux professeurs et aux enseignantes et aux enseignants, c'est d'essayer de profiter des bugs et de dire, bah là, ça ne marche pas, c'est une bonne chose. On peut s'arrêter et se poser des questions. Sinon, oui, lire les conditions d'utilisation, etc., mais il y a de moins en moins, c'est de plus en plus opaque. D'autres voulaient réagir? Oui, ben merci pour cet élan de pessimisme que je sais apprécier également, malgré tout le positif. Mais tu sais, comme dans ce cas-ci, quand c'est super pointu, je pense que ça revient pertinent de dire que ce n'est pas que le numérique, mais c'est une personne qui ne va pas bien, qui utilise le numérique. Puis là, on revient à ce que Jean-François disait sur la boucle, avec l'anxiété de... C'est pour moi une personne qui va se mettre à consommer du contenu comme ça, c'était quelqu'un qui n'allait pas très bien à la base, ou en tout cas qui a vu certains contenus, qui s'est mis à mal aller, puis que là, est pris dans une sorte de boucle où c'est difficile, une spirale. Donc, je crois pas que la bonne puis la mauvaise nouvelle, la bonne et la mauvaise nouvelle, la mauvaise, c'est que je pense pas qu'il y a de ressources là, qu'on peut montrer une vidéo de voici comment fonctionnent les algorithmes, et là, tu vas avoir un moment, illumination, de comme c'est vrai, quand j'ai vu cette vidéo de cette personne dépressive, je me suis reconnue, mais pourtant. Donc, non, je pense pas. Je pense plutôt que. Donc, je connais pas ces ressources et je pense qu'elles n'existent pas, mais quand même, juste d'aller consulter en psychologie, d'aller voir des professionnels de la santé, même si c'est le numérique. On reste les mêmes humains, un peu tout croche, des fois, qu'on se pose des questions puis qu'on se sent pas bien. Donc là, moi, dans ce temps-là, tu sais, si je veux parler à des médecins ou quoi que ce soit, je suis comme, tu sais, des fois, on oublie le numérique, là. Il y a comme quelqu'un derrière qui est allé vers le numérique pour une raison. Puis c'est là que je pense que, oui, on devrait prendre la responsabilité, pas dans l'autorégulation, mais collectivement. Puis en Europe, il y a quand même des lois qui vont aller, qui ont commencé à réguler sur les réseaux sociaux certains contenus inappropriés pour rendre l'environnement plus sécuritaire pour les enfants. C'est pas tout rose, là, parce que là, quand on bloque des contenus, on bloque souvent des contenus positifs aussi en même temps. Donc, tu sais, c'est super complexe, mais moi, je suis prête à avoir des actions pour tenir plus responsables les plateformes, justement, pour les risques là, qui sont plus spécifiques comme ça. Parfait, merci. Merci. On va prendre une dernière question. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Bonjour, merci. Je vais juste dire, c'est très intéressant. Il y a comme trois... On parle de philosophie, l'aspect plus études, puis l'autre aspect éducatif. Je trouve ça très intéressant. Puis, à écouter la conférence, moi, je viens du milieu du cinéma. Là, je ne suis pas du tout universitaire. Je trouve qu'on parle beaucoup de fitter dans le moule. On parle des écrans, les réseaux sociaux. Ceux qui étudient à l'université doivent fitter dans un moule. Et personnellement, je trouve que l'éducation, ce que le ciel fait, c'est vraiment vers ça qu'on devrait aller. Moi, j'ai 2 enfants, puis je trouve que mes enfants manquent de ressources à partir de la petite école. Fait que je pense que ça devrait être une des choses qui devrait être mise en place, une éducation à la citoyenneté numérique. J'ai une question toute simple, puisque je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je veux juste dire, est-ce que les arts n'auraient pas une place importante dans la réalisation de soi et justement faire quelque chose qui va à l'encontre de fitter dans le moule des réseaux sociaux et plutôt de leur donner les outils de transformer cet objet de dépendance en outil de création. Donc, je ne sais pas, je me demande, est-ce que les arts n'auraient pas un rôle à jouer là-dedans pour s'émanciper? Moi, je réponds en un mot, oui. C'est l'idée que je proposais d'escoler, en effet, cette oisivité-là, peut-être c'est une bonne définition pour les arts. Pour moi aussi pour la philosophie, mais peut-être la philosophie peut rentrer dedans. Et en effet, parce que les arts proposent une vision complètement différente du monde. Justement, l'art ne sert à rien, ne doit pas produire quelque chose, ne doit pas produire de la richesse. Donc, elle n'est pas dans ce... Donc, dans ce sens-là,
ça, oui. Par contre, malheureusement, il y a des appropriations des arts par le système capitaliste, techno-capitaliste, et là on parlait de Netflix tout à l'heure, donc les arts peuvent aussi au contraire être utilisés par ce système-là pour empirer les choses. Donc je dirais qu'en principe oui, c'est leur mission, mais il faut toujours faire attention. Merci pour la question. Merci, Marcello. J'ai oublié de vous mentionner que ce que nous faisons aujourd'hui est enregistré et que vous aurez aussi les diaporamas. Donc là, maintenant, c'est le temps de clore la conférence. Juste avant, si vous voulez faire défiler pour les 3 prochaines pages, voyez-vous, je vous allez recevoir ça. C'est quelques bonnes stratégies à mettre de l'avant comme personne étudiante pour mieux gérer le numérique et favoriser sa réussite étudiante. Et les 2 prochaines pages, c'est destiné vraiment au corps enseignant. Vous pourrez regarder ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, maintenant, j'inviterai Mme Lefrançois à venir clore cette conférence très enrichissante. J'aimerais quand même qu'on les applaudisse. Et je prendrai la parole encore 2 petites minutes après Mme Lefrançois pour vous parler du sondage qui va vous être envoyé par la suite. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai passé 2 très belles heures à ne pas répondre à mes courriels, ni à mes textos, ni à mes messages. Il y a des gens qui vont attendre après moi et c'est bien correct comme ça. Alors, j'ai bien aimé mon expérience. J'ai retenu beaucoup d'éléments pertinents de ce que vous nous avez partagé cet après-midi, ce soir. Entre autres, le fait que les professeurs et Netflix, finalement, ont un point en commun. Ils concurrencent le sommeil, surtout dans les cours du lundi matin. Donc, c'est peut-être un point commun. Et j'ai la ferme conviction que les profs sont meilleurs pour stimuler l'intellect que Netflix. Plus sérieusement, ce que je retiens principalement de ce que vous avez partagé avec nous, c'est l'importance de réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir à ce que les autres font à travers ces médias et ces applications qu'on aime tant fréquenter. Donc, pourquoi on nous envoie une vidéo de chat? Alors, réfléchir à pourquoi on fait les choses et pourquoi on est si dépendant de la vidéo de chat. Pourquoi on a besoin d'aller voir notre téléphone, ce que ça nous apporte et comment on y réfléchit. Et les études montrent que les enfants qui utilisent leur téléphone ou leurs appareils le font souvent en imitant leurs parents. Alors, si on fait l'analogie avec nos étudiants et les professeurs, bien peut-être que comme enseignants, comme collègues de travail aussi, comme gestionnaires, on pourrait essayer d'être des bons modèles, donc d'avoir une utilisation réfléchie, raisonnable, d'être métacognitif, pas méta, le nouveau nom de Facebook, là. Mais donc, être métacognitif par rapport à nos usages de toutes ces technologies. Donc, je nous invite à continuer la réflexion, de partager avec notre réseau social, le vrai réseau social, là, je ne parle pas d'Instagram ou Facebook, là, je parle vraiment de notre réseau de collègues, d'amis, de parents, d'enfants, de familles. Donc, continuer la réflexion sur l'usage des écrans et des technologies dans nos vies. Et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir partagé ces réflexions avec nous ce soir et remercier l'équipe d'organisation de la conférence. Et je vais laisser Hélène... Je suis ici. Ah, elle est là. Je vais laisser à Hélène le mot de la fin. Merci de votre présence. Merci. Alors, avez-vous réussi à conserver votre téléphone éteint? Oui, vous vous sentez comment? Bien. Anxieux, bien. Parfait. Alors, juste avant que vous ne partiez, je vais vous dire donc que vous allez recevoir un sondage de satisfaction de l'événement. Vos critiques, vos commentaires sont les bienvenus. Ça nous aide, nous, à, bien sûr, nous améliorer et mieux répondre à vos besoins, bien sûr. Le prochain événement organisé par le VRAE pour le soutien à la réussite sera le colloque réussite qui aura lieu au printemps prochain, dont vous aurez le sujet quelques semaines, quelques mois avant. Donc, vous pourriez vous inscrire, bien sûr, en grand nombre. C'est un lieu de rencontre et de réflexion riche qui vise vraiment à aider notre population étudiante à réussir son projet d'études. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous avons toutes et tous à cœur la réussite des étudiants et des étudiantes. Et on a tous et toutes un rôle à jouer à cet égard. Un événement comme celui-ci, ben voilà, ça demande beaucoup de personnes. Donc, je tiens vraiment à les nommer. Merci.
Donc, aux techniciens, oui, donc merci d'avoir ouvert spécifiquement Mme Lefrançois. Merci à Chantal Farran, Luc Bernier. Merci aux techniciens avec nous aujourd'hui, Walid, Nicolas, tous nos collègues des SVE, Hélène Trifiro, directrice du César, Cathy Poirier, Justine Castonguay-Payan, Florian, toute l'équipe aussi des communications SVE qui sont ici. Merci au BRCP et merci aussi à 2 collègues, Johan Cessa du CPU et Bernard Ouellette qui m'a bien aidé. Bernard, je ne sais pas si tu es là, mais optométrie, voilà, qui nous a bien aidé avec le Eventbrite. Alors, merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne réflexion au sujet du numérique. Et merci à nos 5 invités.